Vous syntonisez présentement Câble de Rive, la télévision communautaire secteur Dolbeau-Mistassini. Bonjour, Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Tout d'abord, les élus des deux villes de Dolbeau et Mistassini se disent inquiets de la situation économique du secteur. Interrogés sur leurs sentiments à la suite de l'annonce de la réouverture de la convention collective chez Domtar à Dolbeau, les maires des deux villes ont tous deux tenu le même discours, jugeant la situation plutôt inquiétante. Parce que pour un secteur comme le nôtre, qui sommes mono-industriels, c'est évident que comme le papier et le bois va, notre économie suit le même train. Et puis, ça va être également une urgence au niveau du secteur, et d'ailleurs, c'est amorcé, que nous fassions une réflexion en profondeur pour être capable de dégager des pistes qui vont nous sortir de cette dépendance mono-industrielle avec laquelle le secteur est confronté. Moi, je suis rempli d'espoir, tout de même inquiet, mais l'inquiétude, il y a des fois que c'est bon, ça nous permet de constater certaines situations qui nous échappent en période de prospérité. Et puis avec le dynamisme, la créativité qu'il y a dans le milieu, on devrait être capable de faire une bonne analyse et être capable de dégager des pistes qui vont nous permettre de tirer notre épingle du jeu. Il y a bien sûr, M. Gagnon, que c'est inquiétant pour l'économie du secteur. Quand on parle que Domtar veulent réduire encore du personnel et on demande également aussi de reporter l'augmentation de la convention collective qui avait été accordée pour le 1er mai 1992, le reporter d'un an ou enfin sur soir. Bien, c'est sûr que quand on parle comme une ville comme Dolbeau, ou qu'on veuille pas, notre plus gros employeur, c'est Domtar, bien, c'est certain pour un conseil municipal, puis le maire en particulier, bien, qui a gagné sa vie à Domtar, et comme beaucoup de personnes à Dolbeau, c'est toujours inquiétant et j'espère, en tout cas, moi, je souhaite ardemment que ça cesse le plus tôt possible. Interrogé également à savoir si, selon lui, l'usine de Dolbeau devrait être vendue, comme le souhaitait l'ex-maire de Dolbeau, Henri-Paul Brassard, lors de la période des fêtes, le maire de Mistassini, Jean-Marc Gendron, n'en est pas du tout convaincu. Donc, la vente, de façon absolue, ce n'est pas nécessairement une réponse aux besoins que nous avons. Je pense que la grande question, la question qui est importante, et puis M. Sauvageau l'a très bien cerné, l'a très bien énoncé, c'est que nous devons faire des investissements majeurs, et M. Sauvageau faisait référence à un montant de 400 millions de dollars pour être capable de survivre et de passer de façon confortable la prochaine crise, parce que c'est une économie, c'est un secteur qui est cyclique, qui connaît des hauts et des bas. Et puis actuellement, on doit dire que le bas est assez profond actuellement. La ville de Mistassini a confié lundi soir à la firme RSA d'Alma la réalisation d'une étude sur la rivière Mistassini. Cette recherche permettra de déterminer le débit du cours d'eau, la situation du Frasie, de même que les différents courants de fond de la rivière. Grâce aux données recueillies, les élus seront plus en mesure de prendre une décision sur les mesures à prendre pour éviter que ne se reproduisent des incidents comme ceux du 25 décembre dernier, où la ville de Mistassini avait été privée d'eau durant près de 36 heures. On pourra également déterminer par cette étude s'il pourrait être nécessaire de déplacer la conduite d'amener de la station de pompage de Mistassini, et les résultats devraient être connus au début de l'été prochain. Cette étude coûtera à la municipalité environ 9 500 $. L'entreprise Vidéotron s'apprête à fermer son comptoir de service de la 7e avenue pour le remplacer par 2 points de service, un à Dolbeau et un à Mistassini, tenus par des sous-traitants. Pour ce qui est du service téléphonique aux abonnés, il sera centralisé à Saint-Félicien. Toutefois, pour ce qui est des services techniques, ils demeureront à Dolbeau, comme c'est le cas actuellement. Ce réaménagement des services de l'entreprise de câbleau-distribution causeront une perte d'emploi, c'est-à-dire que la personne qui occupait ce poste prend une pré-retraite et qu'elle ne sera tout simplement pas remplacée. Pour l'instant, on ne connaît pas encore les noms des sous-traitants qui se chargeront des nouveaux comptoirs de service à la clientèle, mais la fermeture du bureau est tout de même prévue pour le 6 mars prochain. Le service des incendies de la ville de Dolbeau a été plutôt actif au cours de la semaine dernière, alors qu'il a dû répondre à une demi-douzaine d'appels sur des incendies, dont la plupart au cours de la fin de semaine dernière. Tout d'abord, jeudi dernier, au cours de la soirée, un premier incendie s'est déclaré au 931 du boulevard Warburg à Dolbeau, une résidence à 2 logements, propriété de M. Philippe Gagnon.
Le feu, qui a nécessité une alarme générale, a causé plus de 30 000 $ de dommages et a été circonscrit en environ 2 heures. Par la suite, dans la nuit de dimanche à lundi, vers 0h45, une autre résidence, cette fois à 4 logements, a été la proie des flammes au 201 de la 2e avenue à Dolbeau, coin du boulevard Wahlberg. L'incendie qui s'est déclenché au 2e étage et a rapidement gagné l'entretoit, causant d'importants dommages. L'enquête se poursuit dans le dossier, mais on croit qu'il pourrait s'agir d'un incendie d'origine électrique. 4 personnes se sont ainsi retrouvées sur le pavé à la suite de cet incendie. 2 autres feux sont survenus dimanche et lundi et ont été contrôlés rapidement par le service des incendies et n'ont causé que des dommages mineurs. Constatant le nombre élevé d'incendies causés par les systèmes de chauffage au bois lors des périodes de grand froid, nous avons rencontré M. Rémi Bernier du service de prévention des incendies de la ville de Dolbeau afin qu'il nous parle des mesures à prendre et des précautions, de même que des vérifications à entreprendre sur le système de chauffage au bois afin de se sentir plus en sécurité durant ces périodes de grand froid. Il s'agit tout simplement d'avoir un poêle à bois qui est conforme selon les inspections de, je vais vous dire, les LACNOR et l'ULC. C'est Underwater Laboratories of Canada. Ensuite de ça, ce qui est très important, ce qui est même primordial, c'est d'avoir un système de cheminée, de tuyauterie, qui est supérieur à la normale. Ce qui veut dire que plusieurs systèmes ou cheminées ont été construites il y a plusieurs années. Et puis, ces cheminées-là étaient construites pour du chauffage à l'huile. Alors, j'ai constaté qu'à l'intérieur de ces cheminées-là, il n'y avait pas de tuiles, ce qu'on appelle communément dans le langage courant. C'était seulement que des briques, 2 doubles de briques. Puis à ce moment-là, lorsque quelqu'un surchauffe son poêle, eh bien, il se crée des fissures. Et puis le créosote qui est collé après la paroi de la cheminée, il s'infiltre dans les fissures, puis c'est là qu'à un moment donné, quand ça surchauffe, le feu prend après ce créosote-là, puis ça dégénère en incendie. Ensuite de ça, on pourrait parler, par exemple, qu'il y a des normes très sévères dans le cas du bâtiment, qu'une cheminée, peu importe que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, mais surtout, on parlait surtout de celle à l'intérieur, que les cloisons ou les divisions doivent être à 5 cm, c'est-à-dire à 2 pouces de la cheminée. Cet espace-là d'air doit être rempli de matière inflammable qui ne brûle pas pour la protection de la bâtisse. C'est comme je vous dis, on l'a constaté encore ce matin, que les divisions du préfini étaient collées complètement après la cheminée. Alors, c'est ce qu'il y a à la longue. Peut-être que ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être même 20 ans. Mais un jour, les fissures sont faites, puis le feu prend après ça. Lorsque nous l'avons rencontré, M. Bernier s'étonnait également de constater qu'encore beaucoup de résidences ne sont pas munies de détecteurs de fumée. C'était le cas de 4 des 6 incendies sur lesquels ont été appelés le service des incendies de la ville de Dolbeau la semaine dernière. Malgré les campagnes de publicité incessantes à travers le Québec, plusieurs personnes ne se sont toujours pas munies de cet appareil. La Bibliothèque municipale de Dolbeau a connu en 1991 une très bonne année, au dire de la responsable Pauline Lapointe. On a enregistré au cours de la dernière année une hausse significative du nombre de prêts et de nouveaux membres. Une hausse que Mme Lapointe attribue surtout aux nouveaux services offerts par la bibliothèque. On a fini l'année avec 965 membres, puis à l'ouverture de la bibliothèque en janvier, on a pu avoir 1028 membres. L'objectif était de 1000, donc on l'a dépassé de 28. Au niveau des prêts? Au niveau des prêts, on a fait 2666 prêts de plus. Ça veut dire une augmentation de 20 en rapport avec l'année 90. Vous avez également augmenté au cours de 1991 la quantité de volumes disponibles de la bibliothèque municipale. Oui, on a mis 1200 volumes de plus sur les tablettes. Ça veut dire une augmentation là, quand même raisonnable pour la masse documentaire. C'est ce qui justifie un peu l'augmentation des abonnés. Pour 1992, la bibliothèque pourra également compter sur une importante augmentation de son budget de fonctionnement. OK, si on regarde le budget au complet de la bibliothèque, c'est qu'on a eu une augmentation de 5 pour le budget global. Mais pour ce qui est de l'achat des volumes, c'est que la Ville a octroyé 10 000 $ de plus cette année sur les revenus de l'an passé. C'est-à-dire cette année, on a 35 000 à peu près d'achat de volume.
L'équipe de la Bibliothèque municipale de Dolbeau compte maintenant une trentaine de membres bénévoles et on amorce l'année 1992 avec un grand optimisme. L'équipe de la 12e ligne d'Hydro-Québec entreprendra au cours des prochaines semaines une tournée afin de rencontrer les entrepreneurs et les intervenants socio-économiques du secteur pour leur faire part des occasions d'affaires à réaliser lors de la construction de cette ligne de transport d'énergie. En poste à Roberval depuis octobre dernier, c'est Marie Brassard qui se chargera de cette tournée régionale. L'escadron 846 des cadets de l'air de Dolbeau-Mistassini a reçu samedi dernier, lors d'une cérémonie spéciale, 2 distinctions prestigieuses. La première, le trophée Bagotville, a été remis par le major Dan Fortin de la base militaire de Bagotville à l'escadron ayant réalisé la meilleure performance militaire au cours de l'année dernière. Le deuxième honneur, le certificat d'excellence d'or, leur a été décerné par la Ligue des cadets de l'air, comme l'escadron ayant atteint le niveau d'excellence de la Ligue également au cours de l'année précédente. Dans le monde du sport maintenant, la 18e édition du tournoi Atom Bantam de Mistassini, qui se tenait en fin de semaine dernière, a connu un grand succès. Pour finalement laisser emporter les Loups de Mistassini en classe WC par un blanchissage de 5-0 devant les élites de Roberval. En classe B, les Jets de Mistassini l'ont emporté quant à eux par le compte de 4-3 sur les Pingouins, toujours de Mistassini. Et en classe A, la victoire est allée aux Dauphins de Mistassini au compte de 3-2 face aux Cougars. En fin de semaine se tenait également à Normandin le premier festival de la ringuette de cet endroit, présenté sous la même forme que celui qui s'est tenu dernièrement à Mistassini. 11 équipes ont participé à cette activité de fin de semaine. Une équipe adulte de Dolbeau-Mistassini avait également été invitée à participer à l'événement pour affronter l'équipe haute du tournoi en fin de tournoi. Malgré la différence d'âge importante, l'équipe de Dolbeau-Mistassini a su user de son expérience pour terminer et pour tenir tête aux plus jeunes et finalement l'emporter par le compte de 9-3. Cette journée de ringuette s'est terminée aux alentours de 22h samedi soir et fut couronnée d'un très grand succès. Et en terminant, mentionnons que le club de judo Albatros de Mistassini a encore une fois fait belle figure en fin de semaine lors de la deuxième tranche de la Coupe du Québec de judo qui se tenait à Longueuil. Ils ont emporté 5 médailles, dont 1 d'or, 3 d'argent et 1 de bronze. Voilà, c'est tout pour nos informations aujourd'hui. On vous invite à être des nôtres tout au cours de la semaine à l'antenne de Câble de Rive. Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Les employés syndiqués de l'usine Domtar de Dolbeau, réunis en assemblée générale mercredi soir, ont discuté des demandes de l'entreprise de réouvrir la convention collective. Selon les informations recueillies auprès des officiers syndicaux, les membres sont prêts à faire leur part pour la relance de Domtar. Mais on demeure prudent et il n'est pas question pour l'instant de se prononcer sur les demandes de la compagnie. Les représentants syndicaux attendront donc une prochaine rencontre avec les représentants nationaux du syndicat canadien des pâtes et papiers avant de prendre toute position face à la compagnie. Rappelons que la semaine dernière, Domtar demandait à ses employés de réouvrir la convention collective afin de renégocier une bonne partie de ses conditions de travail. Dans un communiqué remis aux médias cette semaine, le directeur de la sécurité publique de Dolbeau, M. Réginald Laprise, faisait part de la suspension des démarches pour mettre en place le programme PER dans le secteur de la MRC Maria-Chapdelaine. C'est le retrait d'un important commanditaire approché pour financer une bonne partie du projet qui a forcé les autorités à remettre en question la mise en place du programme, comme l'expliquait en entrevue M. Laprise. On avait fait une approche avec un commanditaire important de la région, de la MRC Maria-Chapdelaine ici, commanditaires financiers qui ont des maisons d'affaires ou des succursales un peu dans toutes les municipalités. Et puis, bon, il y a quelques mois, ils nous avaient laissé voir que ça allait être possible de financer des choses avec nous autres, surtout au niveau de l'achat de l'appareil. Puis présentement,
Ces jours-ci, je viens de recevoir une lettre à l'effet qu'ils se sont réunis, ces gens-là, et puis qu'ils ont décidé de ne pas investir là-dedans pour le moment. C'est principalement la conjoncture économique qui justifie la décision et l'importante somme demandée aux commanditaires, soit environ 20 000 $, et le peu de visibilité qu'accorde le programme qui justifie la décision du commanditaire de se retirer du projet. On compte poursuivre les démarches auprès d'autres collaborateurs et on espère mettre en place d'ici quelques mois ce programme dans notre secteur. Rappelons que le système permet d'assurer aux personnes âgées d'être en contact quotidiennement avec un système informatique et lorsqu'il y a un problème ou une urgence, le système informatique en avise immédiatement les services d'urgence. Toujours dans le domaine de la sécurité publique, la Sûreté municipale de Dolbeau poursuit toujours son enquête relativement aux 2 hold-up survenus il y a environ une quinzaine de jours au gaz-bar Belles-Îles de la 8e avenue à Dolbeau et au dépanneur à la tabagie dépanneur Dolbeau des promenades du boulevard. Les indices recueillis jusqu'à maintenant amènent la Sûreté municipale de Dolbeau à collaborer avec les services policiers de l'extérieur de la région et 3 suspects ont été identifiés dans cette affaire. Le conseil de ville de Mistassini a réagi fortement lundi dernier à un éditorial paru dans le journal Le Point relativement à la consultation sur l'eau potable. Le maire Gendron a tenu à remettre au point certaines informations avancées par le journaliste dans son article. Selon le maire, toutes les solutions envisagées en 1989 pour régler les problèmes d'alimentation en eau potable avaient été présentées à la population lors de la consultation publique. J'avais préparé des documents que je me prêtais à remettre à mon éditorialiste préféré pour lui donner de l'information. Pas l'information de Jean-Marc Gendron, parce que Jean-Marc Gendron, il connaît pas ça. Mais il y a des personnes, par exemple, qui travaillent pour la ville de Mistassini et que nous présumons que ces personnes-là connaissent ça. Ça fait qu'effectivement, il y avait 4 solutions qui avaient été regardées. Puis, battez-vous pas avec les chiffres, là, ça va me faire plaisir de vous faire des photocopies pour vous les fournir, ces documents-là. Puis d'ailleurs, j'avais une pochette qui était préparée pour vous, M. Hudon, puis lors de la conférence de presse où on a émis l'argent du centenaire, il dit, Batoche, ça va bien faire, mon ami Denis va être là, je vais pouvoir lui remettre ça, mais il n'était pas là. D'accord. Selon le journaliste, la solution de raccordement avec l'usine de Dolbeau a été à l'époque écartée trop rapidement. Et il faudra, et je cite, « arrêter de faire croire aux gens que le raccordement avec Dolbeau coûterait plus cher que de construire une nouvelle usine. » Ce à quoi le maire Gendron a répliqué, chiffre à l'appui. Dans le premier cas, ça montait à 2 650 000 $ pour construire l'usine. Puis dans ce cas-là, le raccordement avec l'usine de Dolbeau, ça monte à 3 790 000 $. Maintenant, quand on rajoute à cela les coûts d'exploitation pour une période de 20 ans, avec le raccordement au système de Dolbeau, l'actualisation des coûts d'exploitation supplémentaires 20 ans, 1 360 000 $. Donc, dans ce cas-là, ça fait un grand total de 5 150 000 $, puis dans l'autre cas, c'est 4 210 000 $. OK, donc ça veut dire que pour la même eau, OK, ça nous aurait coûté quelque chose comme tout près d'1 million de plus. À la commission scolaire de Mistassini, on discute présentement de la mise en place d'un code d'éthique pour les chauffeurs d'autobus scolaires. Selon le directeur général de la commission scolaire Vallée de Mistassini, le projet a été bien reçu cette semaine lors de sa présentation à la séance des commissaires. Et maintenant, ce sont les parents qui se chargeront de mener la consultation auprès des différents intervenants intéressés. Nous recevrons d'ailleurs à Zénith cette semaine M. Claude Gagné, directeur général de la commission scolaire Vallée de Mistassini, qui pourra à ce moment nous expliquer en long et en large son projet. Depuis 2 ans, des étudiants de la polyvalente Jean Dolbeau offrent un service peu répandu à travers les autres écoles de la province. Il s'agit des entraidants vocationnels. Isabelle Perrault les a rencontrés et nous les présente. Le choix d'une carrière et les problèmes personnels sont au cœur des préoccupations à la polyvalente Jean Dolbeau. Un groupe de 8 étudiantes, appelées les entraidantes vocationnelles, a été formé spécifiquement pour conseiller les autres jeunes dans ces domaines. Audrey Filion et Stéphanie Girard, 2 des 8 entraidantes vocationnelles, nous expliquent la raison d'être de ce groupe. On est des jeunes, puis on a le même vécu qu'eux autres. Ce qui se passe, eux autres, à la maison, ça va être la même chose, ou presque, que nous autres. Tandis que les adultes, d'habitude, ils se disent peut-être sont arriérés, ou c'était pas la même chose dans leur temps, des choses comme ça. Aussi, il y a un problème que les jeunes, parfois, ils peuvent pas dire à un adulte, mais, ou qu'eux autres sentent qu'ils peuvent pas le dire. C'est plus facile à eux autres de communiquer avec un autre jeune.
Cependant, tous les étudiants de la polyvalente ne peuvent devenir entraidants vocationnels. Martial Gagnon, orienteur et responsable du groupe, a mis sur pied un processus de sélection qui demande aux jeunes de correspondre à des critères précis. Ils passent un questionnaire qui démontre un peu leurs habiletés face à ça ou leurs intérêts, leur motivation à travailler avec les autres et pourquoi. Et ensuite, les jeunes qui acceptent de passer ce questionnaire-là sont tous rencontrés en entrevue individuelle. Et là, je leur pose des questions un peu plus fortes là, sur leur motivation, sur leur capacité aussi d'être supervisés, manquer des cours, pas des cours nécessairement, mais manquer un peu de vacances ou les journées pédagogiques pour pouvoir venir en entrevue et en supervision. Alors, normalement, j'essaie de aller chercher les personnes qui ont des qualités de contact avec les autres et aussi qui sont quand même assez bien vues dans l'école, c'est-à-dire une réputation quand même qui est assez forte, c'est-à-dire qu'ils font un peu l'unanimité. On ne choisit pas une personne, par exemple, quand on sait qu'il y a eu des problèmes ici, des difficultés de comportement et puis qui n'est pas bien vue. C'est sûr que c'est sous-entendu. Et aussi, j'exige que la personne ne consomme pas de drogue non plus, pour pas que le service soit mal vu à ce niveau-là. Ce sont à peu près les critères là, que je tiens le plus compte. La formation reçue permet de développer des techniques d'entrevue, d'orienter et d'informer les jeunes sur leur choix de carrière. On les aide avec tout notre matériel derrière, c'est les livres, c'est des questionnaires, c'est l'ordinateur. On a beaucoup de techniques pour les aider à se diriger dans un domaine qu'ils préfèrent, qu'ils veulent. Puis les problèmes personnels, ça dépend quel problème, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a des jeunes qui ont des gros problèmes. Là, c'est un cas de référence. Ça veut dire qu'on les envoie à l'orienteur, Martial, ou la psychologue. Mais il y en a aussi qu'on peut régler. Ça veut dire qu'on les écoute, qu'on leur propose des choses. Si eux autres n'acceptent pas, on propose tout le temps. On a des tests aussi qu'on leur fait passer pour aider à les démêler là, dans leur choix, dans les domaines aussi qu'ils voudraient s'en aller. Que ce soit pour des problèmes d'ordre personnel ou d'orientation professionnelle, la consultation chez les entraidantes vocationnelles se fait sous le signe de la confidentialité. C'est entre autres ce qui leur permet de gagner la confiance des jeunes. Avant de les rencontrer, dans la publicité, on leur a dit que c'était en nous deux, que c'était dans le bureau que ça restait, c'était confidentiel. Fait que pour leur prouver qu'on fait confiance, il faut qu'ils viennent nous voir avant, puis faut qu'ils voient comment ça se passe aussi. Là. Mais ça ne sort pas des bureaux, ça reste entre les deux personnes qui vont se parler. Faire partie des entraidantes vocationnelles compte beaucoup d'avantages, selon Audrey et Stéphanie. Surtout que depuis la présente année, l'activité est considérée au même titre qu'un cours par la commission scolaire. Elles sont enchantées par leur expérience et aimeraient voir l'activité s'implanter dans toutes les polyvalentes. Ah, c'est super. Moi, j'aime bien ça. Comparé à d'autres écoles, je trouve que dans d'autres écoles, il devrait en avoir aussi parce que les étudiants, là, la plupart du temps, sont renfermés sur eux-mêmes. Puis les grandes personnes, ils n'aiment pas toujours ça, aller leur parler. Puis dans les autres écoles, ils n'ont pas ce moyen d'aller parler à un étudiant puis de dire moi, j'ai des problèmes. Puis à mes parents, je ne suis pas capable de leur parler. Fait que c'est pratique dans le régional distincte pour le secteur Lac-Saint-Jean. Les représentants de la commission touristique, Maria Chapdelaine, présente maintenant un projet pour le maintien du kiosque touristique dans son emplacement actuel, c'est-à-dire dans la ville de Mistassini. Selon les responsables de la commission, les résultats obtenus par ce site l'an dernier justifient son maintien à Mistassini. Près de 2000 personnes se sont prévalues de ce service lors de l'été dernier. Le tout se retrouvera maintenant entre les mains des élus qui devront entériner la décision de la commission touristique. On se souviendra que l'an dernier, les élus avaient convenu de réévaluer cet emplacement à la demande de la ville de Dolbeau. Lors de cette assemblée générale qui se tenait cette semaine, le maire de Péribonka, Jean-Pierre Boivin, a également été reporté à la présidence, alors que la vice-présidence sera assumée par M. Jules Simard. La Société zoologique de Saint-Félicien tenait mercredi soir son assemblée générale annuelle et présentait un bilan de la dernière année plutôt positif. C'est donc le sourire aux lèvres que les administrateurs présentaient la deuxième meilleure performance financière depuis le début de l'organisation. Malgré une baisse de l'achalandage de 4 % en 1991, on enregistrait tout de même un bénéfice avant amortissement de 163 000 $ pour porter le surplus accumulé du jour de Saint-Félicien à plus de 820 000 $. Selon le directeur général de la société, Martin Laforge, ces chiffres prouvent hors de tout doute que le zoo est capable d'assurer son autofinancement.
Ça démontre que le jardin zoologique est capable de se rentabiliser, que ce n'est pas un éléphant blanc, c'est pas un canard boiteux, mais au contraire, que bien encadré, bien géré, je pense qu'on est en mesure justement d'aller beaucoup plus loin. Et je pense que c'est probablement le temps d'aller du côté du développement, du côté du jardin zoologique. Pour ce qui est de l'avenir, pour 1992, Martin Laforge compte énormément sur la population régionale pour assurer le succès de la prochaine saison touristique. Plus que jamais en 92, avec ce qu'on vit, on devra avoir le support de notre population régionale, parce que sans elle, je crois que ça peut être très catastrophique pour l'industrie touristique. La Corporation du Centenaire de Mistassini procédera dimanche prochain au lancement officiel de ses activités pour 1992. Le tout débutera à 9h30 avec une messe chantée en grégorien et présidée par l'évêque du diocèse de Chicoutimi, Monseigneur Jean-Guy Couture. Par la suite, à compter de 10h30, les gens pourront participer au brunch du centenaire dans 5 endroits différents de Mistassini. La levée du drapeau du centenaire se fera face à l'hôtel de ville de Mistassini à compter de 12h45 et le tout se terminera vers 13h par la cérémonie protocolaire au centre sportif, suivi d'un spectacle de patinage artistique relatant les points forts de l'histoire de Mistassini. Les commissaires de la commission scolaire de Dolbeau ont accepté cette semaine la nomination de Mme Hélène Meunier à titre de directrice adjointe à la polyvalente Jean Dolbeau. Cette nomination suit de près celle de M. Réal Dufour, qui s'était retrouvé, ou qui a été promu plutôt, au titre de directeur de l'école Chanoine-Simard en septembre dernier, à la suite de la retraite de M. Philippe Talbot. On a également procédé au dépôt de la grille de matière pour 1992-93 lors de cette assemblée des commissaires. Quelques modifications seront apportées à cette grille, entre autres l'ajout d'un cours d'art dramatique pour les élèves du 2e cycle du primaire. L'adoption de cette nouvelle grille est prévue pour la prochaine rencontre des commissaires. On passe maintenant au sport. La santé et la bonne forme sont des préoccupations de plus en plus importantes pour les gens de notre époque. Pour son premier reportage, notre collaboratrice sportive Louise Fleury a décidé de nous donner quelques conseils sur le conditionnement physique en salle. Nous commencerons notre série de reportages sur les activités physiques qu'il est possible de pratiquer à Dolbeau avec un petit documentaire sur les salles de conditionnement physique. Activité fort populaire depuis à peu près 10 ans, l'entraînement en salle a acquis d'année en année beaucoup de crédibilité lorsqu'on désire atteindre un bon niveau de conditionnement physique, quel que soit son âge. Dépendamment des objectifs qu'on se fixe, il est important de bien choisir à qui on confie son corps pour le remettre en forme. C'est pourquoi, lorsque vous magasinez une salle de conditionnement physique, vous devez poser certaines questions et avoir certaines exigences. Il est important de savoir si les personnes qui s'occuperont de vous sont des professionnels en la matière, donc des éducateurs physiques avec papier à l'appui. Vous devez également savoir si une évaluation de la condition physique, qui pourra déterminer à quel niveau d'intensité vous devez commencer votre entraînement, fait partie du service. Si ces deux critères ne sont pas remplis, vous devez réfléchir au risque à laquelle vous vous exposez en vous inscrivant. Un bon programme de conditionnement physique doit comporter 4 étapes. D'abord, un échauffement qui permettra d'éviter les blessures et d'activer le corps. Nous continuerons notre programme avec la bicyclette stationnaire qui nous permettra d'améliorer notre système cardiovasculaire. Les muscles seront ensuite travaillés avec les appareils de musculation. Le tout devra se terminer avec un retour au calme, tout en douceur, qui permettra au corps de reprendre un rythme moins accéléré avec des exercices de flexibilité. Bon entraînement. Louise Fleury pour Info 2 de la salle Hydraflex. C'est le 26 janvier prochain, dimanche, que se tiendra un départ à Saint-Eugène face à la Caisse populaire, un triathlon un peu particulier par équipe. Tout d'abord, un 6 km de ski de fond, 6 km de course à pied et également un 30 km de traîneau à chien. Donc, un événement particulier qui mérite d'être vu. On vous invite à y participer nombreux. De nombreux représentants du secteur, d'ailleurs, seront présents. On parle, entre autres, de Patrick Monturo, qui sera là, Jocelyn Gagné, et de Dolbeau. Philippe Simard participera, entre autres, à l'épreuve plutôt de course à pied. On termine en vous mentionnant que samedi, le 25 janvier, se tiendra au Salon de quilles de Dolbeau la 2e édition de la classique de la brassette chez Noël. On espère regrouper une 60aine d'équipes pour ce tournoi en fin de semaine. Les organisateurs distribueront au total 1 800 $ en bourse. Les participants viendront du Haut-du-Lac et seront de niveau intermédiaire.
Ce tournoi débute à 10 h pour se terminer vers 17h30 avec un souper et la remise des prix, ce également samedi. Voilà, c'est tout pour nos informations aujourd'hui. On vous invite à être des nôtres tout au cours du week-end à l'antenne de Câble de Rive. Et entre-temps, on se donne rendez-vous à Zénith dimanche. Bonne fin de semaine. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à ce bulletin d'information. Tout d'abord, le chef policier de Mistassini, Lionel Devin, ne veut pas pour l'instant commenter les rumeurs voulant qu'il soit contesté dans son autorité en tant que chef de la sécurité publique de Mistassini. M. Devin affirme qu'il a appris par les médias le mécontentement de ses policiers et qu'il n'en a jamais été avisé, ni par lettre, ni même en parole. Pour l'instant, il est donc aucunement question de démission et on attend d'en savoir plus long avant de commenter plus avant les rumeurs qui sont présentement de plus en plus persistantes. Le conseil de ville de Dolbeau a décidé de prolonger la suspension de son trésorier Yvon Lavoie jusqu'au 10 février prochain. Selon le maire Camille Lupien, c'est afin de compléter l'enquête interne qui se déroule présentement sur les agissements de M. Lavoie que le conseil a pris une telle décision. D'ici la fin de cette suspension, les membres du conseil désirent rencontrer le trésorier pour lui permettre de donner sa version des faits sur les faits qui lui sont reprochés. Pour ce qui est de la requête en nullité déposée juste avant la période des fêtes par une citoyenne qui reproche aux conseillers et aux maires d'assumer leur défense personnelle à même les deniers publics, le maire Lupien demeure convaincu qu'il agit sur un plan strictement professionnel et que c'est à ce titre qu'il est poursuivi dans ce dossier. Ben non, ce que je veux vous dire, nous autres, personnellement, on n'a rien contre M. Lavoie. Moi, Camille Lupien, contre M. Lavoie, j'ai rien. Et je pense que les membres du conseil, c'est pareil. Et quand il est arrivé une cause en nullité, ça voulait dire que nous autres, on prenait notre intérêt personnel pour se faire défendre par les deniers de la ville. Et nous autres, on dit que non. Sauf qu'il y en a qui ont fait des déclarations qui, effectivement, selon M. Lavoie, étaient punissables et méritaient une poursuite en diffamation. Oh, ben, et à ce moment-là, c'est des personnes personnellement qui ont poursuivi et non pas les conseillers municipaux ou le conseil de ville. La Cour dira si c'est nous autres personnellement et nous autres avec la ville. Et comme vous dites, quand on est devant des procédures judiciaires, il est bien embêtant pour un gars comme maire d'une ville ou comme citoyen, je peux vous répondre que moi, j'ai rien avec M. Lavoie. J'ai de quoi dans mes fonctions de maire. C'est lui qui a employé la ville. Lors de cette même séance du Conseil, le maire Lupien a de plus confirmé que la compagnie d'assurance La Continentale assumera les frais engendrés par la poursuite déposée par M. Lavoie contre le conseiller, le maire, le directeur général, de même que la ville de Dolbeau, qui totalise un montant de 184 000 $. On a reçu de nos assureurs ceci. Assurance, responsabilité professionnelle. Je confirme par la présente que le maire et les échevins sont couverts automatiquement et sans frais supplémentaires sur la police responsabilité. La Chambre de commerce de Mistassini vient de donner son appui au projet de l'homme d'affaires Michel Noël de faire des MRC les promoteurs du projet d'aménagement de la rivière Ashwap-Mouchouane. Refusant le projet tel que présenté par Hydro-Québec, les représentants de la Chambre de commerce ont décidé unanimement d'appuyer le projet de l'homme d'affaires qui, selon eux, rendra au maximum les retombées économiques dans le secteur. Ils conviennent toutefois que le projet le plus réaliste à admettre est bel et bien celui des 2 MRC qui demandent des retombées économiques importantes et un fonds de développement régional. Les responsables de la Corporation du Centenaire de Mistassini ont procédé dimanche dernier au lancement officiel de leurs activités. La journée a débuté à 9h30 avec une messe chantée en grégorien à l'église Saint-Michel et célébrée par l'évêque du diocèse de Chicoutimi, Monseigneur Jean-Guy Couture.
Pour la circonstance, l'église était remplie à pleine capacité. Par la suite, les gens de Mistassini se sont réunis pour un brunch qui se déroulait en 5 endroits différents dans la ville. La journée du lancement s'est terminée par les cérémonies protocolaires au centre sportif et un spectacle de patinage artistique relatant les plus importants passages de l'histoire de Mistassini. Les organisateurs se sont dit satisfaits de la participation du public puisque plus de 1000 personnes ont assisté au lancement au centre sportif. Présent pour l'occasion, le député ministre du comté Roberval, M. Gaston Blackburn, en a profité pour confirmer la participation financière du gouvernement du Québec aux fêtes du centenaire de Mistassini pour un montant de 10 000 $. Les services policiers de la ville de Dolbeau ont eu une semaine bien remplie alors qu'ils ont procédé à l'arrestation d'une dizaine de personnes, solutionnant ainsi une demi-douzaine de dossiers de vol, de voies de fait, de même que de vandalisme. 6 des 10 individus arrêtés étaient d'âge mineur. Au cours de la semaine dernière, les services policiers ont également enregistré un vol de motoneige au Choix de l'Auto sur la 8e avenue à Dolbeau dans la nuit du 22. Un vol de bijoux a également été rapporté au cours de la semaine au centre hospitalier de Dolbeau à l'urgence pour une valeur d'environ 400 $. Une quinzaine d'accidents ont été rapportés au cours de la semaine sur les territoires de Dolbeau et Mistassini. 13 d'entre eux n'ont causé que des dommages matériels. Un autre a causé des blessures mineures alors que le dernier a complètement démoli un abri d'auto. Aucun accident ni incendie n'a été rapporté également au cours de la semaine dernière. Selon le sergent superviseur Vic Michaud de la Sûreté municipale de Dolbeau, le nouveau système d'immatriculation mis en place par la Régie de l'assurance automobile du Québec représentera un surcroît de travail pour les policiers qui devront à chaque fois communiquer avec le central pour vérifier si un véhicule a été immatriculé conformément. Toutefois, il se refuse à condamner immédiatement la décision de la Régie, mentionnant que cette nouvelle pratique comporte également certains avantages, entre autres celui d'obliger l'automobiliste et le propriétaire de véhicule à immatriculer son véhicule même si celui-ci n'est pas utilisé. Le sergent Michaud considère donc que c'est à l'usage qu'on sera plus en mesure de juger de l'efficacité de ce système. Les étudiants de la polyvalente Jean Dolbeau procédaient lundi midi à l'inauguration de la première caisse étudiante au Lac-Saint-Jean. Avec un actif qui dépasse déjà les 30 000 $ et plus de 110 membres, la caisse étudiante est déjà un succès sur toute la ligne. Selon le président de la caisse de Dolbeau, qui est l'institution répondante de celle de la polyvalente, Claude Ouellette. En tout cas, jusqu'à maintenant, où ça fait à peine 2 mois qu'ils sont ouverts, il y a déjà une centaine de membres et un actif important. On est sûrement très satisfait. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait des membres, des gens qui adhèrent. Puis ça, pour nous, la Caisse populaire et le milieu de Dolbeau, je pense que c'est un avantage de leur permettre de faire des apprentissages au niveau de la gestion de l'argent. Parce que ces jeunes-là, pour pouvoir se le cacher, il y en a plusieurs qui gagnent, ils reçoivent de l'argent. Alors, on pense que gérer, c'est de planifier. Puis planifier, c'est fort possible aussi l'équivalent d'épargne. Alors, c'est d'un sens de gestion qu'on veut leur apprendre. Nous avons également rencontré la présidente du conseil d'administration de la Caisse étudiante de la polyvalente, Annick Bouchard, qui nous a présenté la collaboration qui existe entre la Caisse populaire de Dolbeau et celle de la polyvalente. Il y a la formation des personnes, il y a l'aide aussi qui nous aide à comment, si on n'arrive pas, ça va nous permettre d'arriver à ce moment-là, puis tout ça, puis nous aider comment trouver les problèmes aussi dans la caisse. Puis si on a des difficultés comme dans le CA, des fois il peut y avoir des petites divergences, bien, on les trouve avec eux autres, ils nous aident. On compte d'ici la fin juin atteindre près de 50 000 $ d'actifs et offrir aux étudiants au cours de l'été un service particulier directement à la Caisse populaire de Dolbeau par le biais d'un guichet de la Caisse étudiante Jean Dolbeau. Des approches seront également faites auprès des étudiants de l'école Chanoine-Simard afin de préparer la relève au conseil d'administration de la Caisse étudiante. Dans le monde du sport, maintenant, le judoka Patrick Kearney a réalisé une superbe performance en fin de semaine dernière au championnat canadien de judo qui se tenait à Winnipeg. Il en est sorti avec une 3e position, donc une médaille de bronze pour le judoka de Mistassini. Kearney s'est dit très heureux de sa performance, puisqu'on se souviendra que lors de son passage à Zénith il y a quelques semaines, il nous avait parlé comme objectif d'une 5e ou 6e position, donc une 3e position. Il est très heureux. Le tournoi de quilles, la classique de la brassette chez Noël qui se tenait en fin de semaine au salon de quilles de Dolbeau et regroupait plus d'une 40aine d'équipes, eh bien, ce sont Germain Hébert et Jacques Lemieux qui ont terminé en première place avec une moyenne de 214 pour les 3 rondes. Ils ont reçu la jolie somme de 400 $.
Francine Drapeau et Thérèse Duval ont pris la deuxième place avec une moyenne de 210, suivi de Claude Saint-Germain et Annie Sauvageau avec une moyenne de 199. Au dire de Claude Saint-Germain, organisateur et gagnant de la troisième position, le tournoi fut une très grande réussite et aucun retard n'a été signalé au cours de la journée. La remise des prix s'est effectuée rondement et le tournoi a permis de distribuer plus de 1 220 $ en bourse. La plus haute moyenne a été enregistrée par Bruno Bouchard avec 278 et la plus petite, croyez-le ou non, c'est notre champion provincial Henrique Tremblay avec un 97. Henrique et sa partenaire ont terminé au dernier rang de ce tournoi. Les Castors Midget de Dolbeau disputaient dimanche soir une partie contre l'équipe de Saint-Félicien au complexe sportif de Dolbeau. Les Castors ont donné toute une leçon de hockey à leur adversaire en l'emportant par le compte de 10-3. Notons entre autres les performances de Dominique Savard qui a compté 2 buts, de même que Stéphane Pachot pour les Castors de Dolbeau, également 2 buts. Et en terminant, mentionnons que c'était en fin de semaine que se tenait le Bounce Field de la Chambre de commerce au Centre civique de Dolbeau. 28 équipes étaient présentes. C'est l'équipe de Mario Bellé qui a remporté les honneurs dans la section 1A et en classe 2A, Michel Boutin a terminé en première position. Un souper et la distribution des prix de présence et de participation a terminé et a clôturé cette activité. Voilà, c'est tout pour nos informations aujourd'hui. On vous invite à être des nôtres tout au cours de la semaine à l'antenne de câble de Rive. Entre-temps, on vous souhaite une bonne semaine. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Tout d'abord, l'écrivain Martin Gray, auteur du roman Au nom de tous les miens, sera du nombre des conférenciers invités à participer à la prochaine édition du Festival de l'environnement. C'est ce qu'a annoncé le président du festival, Denis Trottier, lors d'une conférence de presse qui se tenait jeudi matin. Nous avons demandé à M. Trottier de nous expliquer les raisons qui ont incité les organisateurs de l'activité à choisir l'auteur pour venir parler d'environnement. Martin Gray, depuis quelques années, s'occupe de l'environnement parce que, entre autres, à la suite du feu de forêt qui avait dévasté une partie de la Côte d'Azur où il demeure, s'est aperçu que c'était une catastrophe écologique importante, avait décidé de faire un projet qui s'appelle Un enfant, un arbre, et suite à ça, a commencé à s'impliquer dans l'environnement. Et dans les dernières années, Martin Gray croit que le projet le plus important dont ils font s'occuper présentement, c'est l'environnement, parce que autrefois, lui, il disait que c'était la liberté. Il avait été dans les camps de concentration, mais il dit maintenant que les questions d'environnement menacent l'ensemble de l'humanité et c'est vraiment une cause qu'il faut s'occuper internationalement. Et présentement, il est en train de monter un projet qui s'appelle l'Arche du futur, dans lequel il veut recevoir des jeunes du monde entier pour qu'ils s'exprimer leur point de vue face à l'avenir et pouvoir dire aux jeunes qu'il est prêt à les écouter et prêt même à financer des projets qui vont améliorer l'environnement. Et c'est ce qu'il souhaite, de pouvoir rencontrer des jeunes un peu partout dans le monde pour essayer de faire avancer cette cause-là. Christine Furstenberg, membre de l'UNESCO, Claudette Journeau, biologiste, et également Claude Villeneuve, biologiste bien connu de la région, seront également du deuxième forum conférence animé cette année par Michel Gagné de Radio-Canada sous le thème Environnement et développement. Les organisateurs annonçaient également jeudi matin la tenue d'une activité spéciale pour les adolescents qui réunira les jeunes de plusieurs maisons de jeunes du Lac-Saint-Jean pour une soirée avec orchestre à l'Aréna de Poche. Les folles aventures du festival seront également de retour cette année avec le bain de neige, la traversée du lac à ski de fond et s'ajoutent cette année les tours de Montgolfière et l'ascension du mont Conley, le plus haut sommet du secteur situé à une quarantaine de kilomètres de Dolbeau. M. Trottier a également annoncé qu'Hydro-Québec participera encore une fois cette année par son appui financier à l'organisation du festival. S'ajoute également Petro-Canada, un autre commanditaire d'importance pour un montant de 5 000 $.
La commission scolaire de Dolbeau vient de mettre sur pied un groupe conseil qui se chargera de fournir des avis à la direction de la commission scolaire au sujet de la gestion des activités du Centre de formation professionnelle en foresterie qui ouvrira bientôt ses portes à Dolbeau. Composé de représentants de l'entreprise, de spécialistes en formation professionnelle, également du directeur général de la commission scolaire et d'un représentant des commissaires, de même que de membres de l'industrie, ce comité aura comme mandat spécifique de veiller à ce que toutes les ressources humaines, financières et techniques soient disponibles afin de dispenser la meilleure formation possible et la plus adéquate au centre de formation professionnelle. Le comité aura également comme mandat d'analyser à la fin de l'année le rapport annuel du centre de formation professionnelle et de formuler ses recommandations à la commission scolaire. Comme il s'agit au départ d'un centre de formation en foresterie, la plupart des grandes entreprises forestières du secteur seront présentes sur ce comité. Les membres de la Corporation intermunicipale de l'aéroport Dolbeau-Saint-Méthode se rencontreront la semaine prochaine afin de faire le point sur l'avenir de l'aéroport. Le président de la Corporation, Camille Lupien, et maire de Dolbeau, nous a affirmé plus tôt en entrevue cette semaine que 92 sera le point tournant et décisionnel pour l'aéroport. Tous les maires qui étaient présents lors de la petite réunion qu'on a tenue avant les fêtes étaient d'accord qu'on va opérer en 1992. Mais là, après ça, il faut apporter des approches autres que celles de toujours payer puis jamais rien voir. C'est en résumé ce qui a été décidé dans une assemblée très rapide. Mais je peux vous dire que l'assemblée du 4, là, on va commencer du 6, on va commencer à voir où on va avec ça. Et on a toute l'année 92, parce que les maires ont accepté de faire partie pour l'année 92. Mais il n'y a pas lieu de penser que si on n'a jamais de transporteur, si on n'a jamais de changement ou de vocation à cet aéroport-là, que d'année en année, on va mettre des budgets dans ça, puis il n'y aura rien. Alors, votre question est bonne, et c'est dans ce sens-là qu'on veut prendre l'année pour savoir ce qu'on va faire. Rappelons que le budget de l'aéroport Dolbeau-Saint-Méthode se situe cette année à un peu plus de 45 000 $, soit 1,94 $ par habitant dans les 5 municipalités participantes à la corporation. Commentant la sentence arbitrale des policiers de la ville de Dolbeau reçue récemment, le conseiller Denis Trottier a suggéré, lors de la séance du conseil de ville lundi dernier, le retrait des municipalités de la table des négociations. Selon M. Trottier, il n'existe pas présentement de véritable rapport de force entre les deux parties et c'est pourquoi il suggère que les municipalités durcissent leur position. Je me demande si on devrait recommencer de nouvelles négociations. Je ne suis pas en mesure de faire une proposition là-dessus présentement parce que je pense qu'il faudrait peut-être consulter les autres municipalités du secteur. J'ai l'impression que peut-être que ce qu'on va en venir, c'est de devoir refuser de négocier, d'embarquer dans la négociation parce que de toute façon, il n'y a plus de négociation. Et ça pourrait peut-être faire en sorte de faire bouger le gouvernement. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on prenne des mesures drastiques, ou en tout cas pour pouvoir sonner l'alarme. Parce que là, la lumière rouge est allumée, mais il semble que tout le monde se traîne les pieds. Et peut-être que c'est la solution, ça, de refuser de négocier. Comme je disais, avant d'embarquer là-dedans, il faudrait voir qu'est-ce que ça pourrait entraîner, mais peut-être que c'est une piste de solution pour pouvoir faire débloquer ce dossier-là. M. Trottier a tenu toutefois à préciser qu'il ne peut rien reprocher aux policiers, mais que c'est plutôt au système qu'on s'en prend. Le conseiller Régent Lalancette a également ajouté qu'il serait important que les municipalités aient plus de pouvoir sur le fonctionnement de leur propre corps policier. C'est plus que le domaine de la négociation, M. le maire, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est aussi le domaine pour les municipalités d'être capables d'établir quels sont leurs besoins aussi. Vous avez été en mesure de vous rendre compte, de par la lecture des quelques paragraphes que j'ai faits, qu'il y a plusieurs côtés, je veux dire, au niveau de l'administration de nos corps policiers, où on n'a pas grand pouvoir et pas grand latitude. Le conseil de ville de Dolbeau a décidé, lors de cette même séance du conseil, de permettre aux entreprises du secteur de verser leurs taxes d'affaires en 2 versements, ce qui facilitera, selon les conseillers de la ville de Dolbeau et le maire Camille Lupien, la tâche aux différentes entreprises du secteur et surtout à Domtar, qui verse près de 400 000 $ en taxes d'affaires seulement à la ville de Dolbeau. Le service des incendies de la ville de Dolbeau a eu à répondre jeudi matin à un appel d'incendie à la polyvalente Jean Dolbeau. Isabelle Perrault s'est rendue sur place et nous rend compte des événements. Les 800 étudiants de la polyvalente Jean Dolbeau ont été rapidement évacués pour la journée jeudi matin, alors qu'un incendie se déclarait à 9h15 dans la boîte électrique près du gymnase. Une défectuosité tout à fait accidentelle dans le filage électrique est à l'origine de cet incendie. C'est un ouvrier qui a découvert le feu et qui a vite alerté le service des incendies de la ville de Dolbeau.
Les pompiers ont rapidement maîtrisé les flammes en évitant ainsi qu'elles se propagent sur l'étage. Tout le bloc C de l'établissement a été privé d'électricité et on évaluera dans les prochains jours les dégâts causés par la fumée et les dommages dans le filage électrique. Aucun blessé n'a été rapporté. Isabelle Perrault pour Info 2. Le comité d'Olbeau en santé tiendra mercredi prochain une conférence de presse afin de présenter les résultats de leur grande consultation publique tenue l'automne dernier. Rappelons que le comité avait alors distribué des questionnaires à tous les organismes socio-économiques du secteur et également en appui de la population et des jeunes des différentes écoles de la commission scolaire de Dolbeau. C'est donc mercredi qu'on nous divulguera les résultats et la compilation de cette étude. Tel que prévu par le comité d'orientation sur l'avenir de l'Aréna de Poche, Gestion Harpidome tient présentement une consultation auprès des différents intervenants socio-économiques, culturels et sportifs du secteur afin d'organiser une série de foires commerciales de toutes sortes dans l'Aréna de Poche. Par le biais d'un sondage distribué dernièrement à une soixantaine d'intervenants du milieu, les responsables du service des loisirs espèrent connaître davantage les attentes du milieu face à ces salons qu'on songe organiser. Les organisateurs seront de plus en mesure d'ici quelques semaines de présenter le programme possible des salons qui pourraient se tenir à l'Aréna de Poche prochainement. La Société de l'assurance automobile du Québec informe la population de Normandin et celle de Mistassini qu'elle sera présente avec des examinateurs et des évaluateurs en conduite les 11 février prochains à Normandin et les 12 et 13 février à Mistassini. Les gens qui désirent en savoir plus long ou prendre une réservation peuvent le faire au 1-800-463-5982. Dans le monde du sport maintenant, pour son premier reportage, notre collaborateur sportif, Martin Savard, a décidé de nous présenter un sport qu'il connaît bien et qu'il pratique régulièrement, le tir à l'arc. Avec les nouveaux règlements qui s'en viennent pour la chasse à l'orignal, le tir à l'arc s'en vient de plus en plus populaire. J'ai donc rencontré pour vous le président du Club des archers de Mistassini, Steve Perron. Steve, qui peut tirer à l'arc? Adultes, enfants. Enfants, on considère 10 ans minimum. OK. De quelle façon devient-on un tireur à l'arc? En suivant un cours d'initiation de tir à l'arc, une personne apprend toutes les techniques de base. Ce cours existe depuis quand? Depuis 89, je crois. Et quels sont les moniteurs que le club... Il y a Bastien Godreau, puis moi-même, qui sont instructeurs. Et pour la chasse, quelle est la prochaine étape à suivre? Quand une personne a suivi son cours d'initiation de tir à l'arc, comme on disait tout à l'heure, une personne va suivre un cours PESCOF qui se donne ici à Mistassini aussi. Ça lui donne droit d'avoir le A sur sa petite carte, comme on dit, puis il peut aller à la chasse quand il veut à l'arc. Et le tir à l'arc ne mène pas directement à la chasse. Quels sont les autres horizons qui s'ouvrent pour les tireurs, ceux qui veulent pratiquer le tir à l'arc? Il y a plusieurs loisirs en salle, il y en a plusieurs qui font la cible fixe, qu'ils appellent. Il y a des tournois provinciaux, régionaux, et c'est tout. Canadiens aussi. OK, merci Steve. De rien. Steve et moi étions du premier cours donné en 89. Présentement, nous nous classons dans les 10 premiers au Québec. C'était Martin Savard pour Info 2. Le club de judo Albatros sera l'hôte en fin de semaine prochaine, le 1er février, d'un entraînement régional qui se tiendra à la polyvalente des Chutes. Les 5 clubs de la région, soit Labbé, Jonquière, Chicoutimi, Alma, Mistassini, seront présents pour ce grand entraînement spécial. 2 séances d'entraînement auront lieu à 10h et à midi et de 14h à 16h dans l'après-midi. L'entraînement est ouvert au public pour permettre de voir à l'œuvre la crème régionale des judokas et judokates. Eh bien oui, croyez-le ou non, le féminin judoka, c'est judokate. Voilà, c'est tout pour nos informations aujourd'hui. On vous invite à être des nôtres tout au cours de la fin de semaine. On se donne rendez-vous entre-temps dimanche pour Zénith. Bonne fin de semaine.
Mistassini. Bonjour, Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. L'usine Domtar de Dolbeau est à peu près concurrentielle de la coupe de bois jusqu'aux machines à papier. C'est ce qu'a déclaré le président et chef de la direction de la société Domtar, Pierre Desjardins, en entrevue au journal Les Affaires cette semaine. Selon M. Desjardins, la vocation à plus long terme de l'usine en ce qui concerne la question de recyclage demeure un volet à régler au cours de la prochaine année. Mais étant donné sa situation géographique, il est peu probable que l'entreprise en fasse une priorité pour Dolbeau. Le président a de plus affirmé lors de cette entrevue que l'entreprise Domtar s'apprêtait à annoncer sous peu une importante restructuration financière destinée à régler les problèmes de liquidité de la société et à lui permettre à court terme d'effectuer des investissements nécessaires. Selon M. Desjardins, toutes les possibilités pouvant aider l'entreprise à obtenir cette liquidité ont été envisagées et selon le chef de la direction, il n'y a pas de limite géographique à ce que peut faire Domtar pour obtenir cette liquidité. Le conseil de ville de Mistassini a fait part lundi soir dernier d'une lettre de blâme adressée au maire et aux conseillers relativement à l'implication financière de la ville de Mistassini dans le fonctionnement de la télévision communautaire de Dolbeau et Mistassini. Selon cette lettre signée de la main du directeur général de la station de radio CHVD, M. Rosaire Leclerc, la ville de Dolbeau et celle de Mistassini, et je cite, sont encore une fois sorties du rôle qu'une ville doit assumer en subventionnant le canal communautaire. Le maire Gendron s'est empressé de répondre à ces affirmations en mentionnant que la ville de Mistassini n'accorde pour l'instant aucune subvention à la télévision communautaire et que les argents versés à la télévision locale sont reliés à la diffusion des séances du conseil de ville par un contrat. On nous accuse dans cette lettre-là de subventionner et de prendre en charge la télévision communautaire avec nos collègues de la ville voisine. Alors, je pense que dans un premier temps, c'est important de préciser certaines choses. C'est que la relation que nous entretenons avec la télévision communautaire, qui est un organisme à but non lucratif, est la suivante. C'est qu'ils sont venus nous offrir la possibilité de diffuser les séances du conseil sur leurs ondes. Mais pour être capable d'assumer et d'assurer cette retransmission-là, il y avait une facture à payer. Et puis, je dois dire qu'on a négocié et que finalement, les deux parties se sont entendues pour un montant de 5 000 $. C'est pour une durée d'1 an. Après 1 an, ce que nous allons faire, nous allons réévaluer si effectivement ça répond à un besoin de la communauté de Mistassini. Et puis, si les gens nous disent qu'effectivement c'est extrêmement intéressant et fonctionnel puis que ça vaut le coup, on renouvellera. Ce n'est pas du tout là, une subvention qu'on donne directement à la télévision communautaire, c'est plus un achat de services que l'on fait. En ce qui concerne le lien entre la fermeture du bureau de Dolbeau de l'entreprise Vidéotron et les contrats de service entre la télévision communautaire et la ville de Mistassini, M. Gendron ne voit pas du tout le lien et propose aux propriétaires de la station de radio locale de se plaindre au CRTC s'il a quelque chose à reprocher au câbleau-distributeur. Pour ce qui est du déménagement de Vidéotron de Dolbeau vers un autre endroit, je pense que le rapport n'est pas évident en soi. Si je ne me trompe pas, ça a été fait ça, avant que la télévision communautaire soit mise en branle, et puis je ne vois pas très bien là, quel est le rapport qu'il y a entre les deux. Vidéotron est une entreprise privée, et puis je pense que la télévision communautaire, tout en ayant un certain lien, parce que Vidéotron, dans le cadre de sa mission, doit fournir certaines utilités à la télévision communautaire, c'est que c'est évident que c'est pas très distinct l'un de l'autre, mais que ce n'est pas aussi intimement lié l'un que l'autre que certains veulent nous faire voir. Et puis, à la limite, s'il y a un malaise éprouvé par la station CHVD, bien, on les invite à aller voir le CRTC, qui est justement mandaté pour trancher ce genre de débat-là. Rejoint par téléphone, le directeur général du groupe Vidéotron, division Télésac, M. Jacques Perron, s'est refusé à tout commentaire supplémentaire, se contentant plutôt d'affirmer que les déclarations du maire Gendron étaient tout à fait à propos et qu'il avait lui-même rencontré le directeur de la station CHVD la semaine dernière afin de lui faire part de sa position dans ce dossier et répondre à ses questions. Les services policiers de la ville de Dolbeau ont encore une fois cette semaine procédé à une dizaine d'arrestations relativement à 7 dossiers allant de la conduite avec faculté affaiblie jusqu'à l'extorsion et à la menace.
4 de ces malfaiteurs ont été appréhendés relativement à un vol perpétré au dépanneur 2211 du 2211 Wahlberg à Dolbeau, alors que le 29 janvier dernier, 2 individus se sont introduits dans l'établissement pour s'emparer d'environ 1 500 $ en marchandises et argent, dont 500 $ en cigarettes. Mis sur la piste des voleurs, la Sûreté municipale a procédé quelques heures plus tard à une perquisition qui a permis de retrouver l'ensemble de la marchandise volée et de procéder à l'arrestation de 4 individus, soit 2 pour vol et 2 autres pour complicité après le fait. Au chapitre des accidents de la route, 8 accidents ont été rapportés à Dolbeau au cours de la dernière semaine, dont un impliquant 3 véhicules et causant des blessures mineures à 2 personnes sur le boulevard Vézina. 2 faits inusités ont également marqué la scène policière au cours de la dernière semaine. Premièrement, une dame de Dolbeau a découvert avec surprise qu'elle s'était fait voler le volant de son véhicule qu'elle avait entreposé depuis le mois de décembre dernier. C'est en voulant déplacer son véhicule sur son terrain qu'elle s'est aperçue de cette mystérieuse disparition. Autre fait particulier, une dame de Sainte-Jeanne-d'Arc a été appréhendée à la sortie du supermarché Provigo de la rue des Érables à Dolbeau avec 11,65 $ de marchandises volées. Les accusations seront portées contre elle. Une 4e banque a maintenant pignon sur rue à Dolbeau. En effet, à la suite de l'acquisition de la financière Coopérant Prêt Épargne, la Banque Laurentienne offrira à compter du 1er mai prochain un service bancaire complet à Dolbeau. À la suite de cette conversion, tous les emplois, une dizaine, seront maintenus. Des investissements d'une 50aine de mille dollars seront nécessaires afin de transformer les locaux actuels pour les rendre plus conformes à la nouvelle vocation de l'entreprise. Selon le directeur de la succursale de Dolbeau, Sylvain Gagnon, il est même probable que cette conversion crée quelques emplois dans le secteur du milieu bancaire. Selon le dernier rapport déposé par l'inspecteur en bâtiment de la ville de Dolbeau, le secteur a connu une légère baisse au chapitre de la construction résidentielle en 1991. En effet, 325 permis de construction ont été émis en 1991, soit seulement 2 de plus que l'année précédente. Par contre, le coût total de la construction résidentielle en 1991 était inférieur de 18 % à celui de 1990. 47 unités de logement supplémentaires ont donc été créées en 1991, comparativement à 38 pour 1990. Pour ce qui est du mois de décembre dernier, seulement 2 permis de rénovation ont été émis par le service des inspections en bâtiment au niveau commercial et industriel, comparativement à 11 en 1990. La bibliothèque de Mistassini a connu en 1991 une légère hausse de son nombre de prêts, passant de 13 200 à un peu plus de 13 500 en 1991. Bénéficiant d'un budget de près de 30 000 $, la bibliothèque municipale de Mistassini assure un demi-emploi au service de la ville de Mistassini. Plus de 5 300 volumes sont maintenant disponibles à la bibliothèque, qui compte présentement un peu plus de 250 membres. Les responsables de ce service se sont dit très satisfaits de la performance réalisée au cours de 1991 et on compte encore une fois améliorer en 1992 les services qui seront offerts aux membres. On passe maintenant au monde du sport. 4 curleurs de Dolbeau participeront du 5 au 11 février prochain à la finale provinciale du brailleur qui se tiendra à Kenogami. Après avoir remporté la finale régionale qui se tenait à Dolbeau du 3 au 12 janvier dernier, Richard Lamotte, Daniel Huard, Rémi Lamotte et Dominique Saint-Gelais espèrent faire une bonne figure lors de cette importante compétition qui se tiendra à Kenogami. 16 équipes se feront la lutte afin d'obtenir une place pour le national. Selon le skip de l'équipe, Richard Lamotte, l'objectif du club de Dolbeau n'est pas une de position, mais bien une de participation et on espère terminer cette rencontre avec plus de victoires que de défaites. On leur souhaite bonne chance. Et la 6e édition de la ronde novice prendra son envol mardi soir à compter de 17 h. 33 équipes du secteur plutôt participeront à cet événement. 6 de Dolbeau y seront. Ces jeunes de 6 à 10 ans vous présenteront sans doute un spectacle des plus intéressants. Les finales sont prévues dimanche à compter de 15h30 au centre sportif. On vous invite à y participer et à aller encourager nos jeunes. Voilà, c'est tout pour nos informations aujourd'hui. On vous invite à être des nôtres tout au cours de la semaine à l'antenne de Câble de Rive. Bonne semaine.
Bonjour, Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Le comité Dolbeau en santé présentait mercredi après-midi les résultats de sa grande consultation populaire tenue l'automne dernier à Dolbeau. Quelques données recueillies ont retenu particulièrement l'attention. Entre autres, le fait que, selon l'enquête, 75 % des répondants croient que le plus bel endroit où aller en famille est le nouveau mail des promenades du boulevard. Il semble que ce soit parce qu'il y ait beaucoup de gens rencontrés que cet endroit attire beaucoup la population. C'est ce que nous a présenté le président du comité, Claude Roy. Oui, la perception, c'est... si on regarde dans l'espace de 2 ans, la situation a évolué. Il y avait au début, en 89, en novembre 89, 40 % des gens qui étaient contre que le mail qui soit là s'est construit. Et on voit qu'au bout de 2 ans, après, en novembre 91, l'étude démontre que seulement 8 % de la population sont encore contre le mail. Donc, il y a eu 32 % de la population qui, actuellement, ils l'acceptent, c'est le mail. Ils trouvent que c'est un lieu où c'est qu'il y a beaucoup de gens. C'est un lieu qui est agréable, c'est à vivre. Puis aussi, les jeunes disent que c'est un des plus beaux lieux de rencontre familiale à Dolbeau. Le mail, donc, devance ainsi largement les installations de gestion Harpidome du village Western et du centre Astro, qui ne récoltent quant à eux que 16 % des réponses. Chez les jeunes, la forêt est sans doute l'un des endroits préférés pour la beauté de son environnement. On note également dans cette étude que les Dolbiennes se préoccupent de la propreté et de la beauté de leur environnement et demandent une amélioration des différents parcs de la ville. À la suite de l'étude des résultats de la consultation, le comité a été en mesure de fixer ses priorités d'action, comme nous l'a précisé le président Claude Roy. À partir de ce questionnaire, on a eu 1 personne sur 5 de Dolbeau qui ont répondu, soit 20 % de la population. C'est un succès. Donc, on peut dire que le questionnaire est fiable à plus que 95 %, ça c'est officiel. On a développé 4 priorités. Donc, les 4 priorités, nous les avons ici. C'est la priorité de travailler à l'embellissement de la ville au niveau de la propreté, les fleurs, les arbres, les poubelles ainsi que les parcs. Deuxième priorité, c'est de répéter la randonnée Dolbeau en santé ou le RDS qu'on tient à chaque année au mois de juin, qui a permis à plusieurs à apprécier ou à découvrir le ville en bicyclette. Troisième priorité, c'est de collaborer avec tous les intervenants du milieu concernés par la sécurité afin d'améliorer l'éclairage, les trottoirs, réduire la vitesse, offrir une meilleure protection et les sorties de l'école et de lutter contre le vandalisme. Quatrième et dernière priorité, c'est de former un comité. C'est ça que le but de cette question-là. Former un comité pour analyser vraiment les besoins des jeunes et apporter des solutions. Le député ministre du comté Roberval, M. Gaston Blackburn, de passage à Dolbeau jeudi midi, a présenté un bilan plutôt positif de l'année 1991 et tracé ses objectifs pour l'année 1992. Le député a également été appelé à commenter les déclarations du ministre Benoît Bouchard qui parlait cette semaine de la possibilité de remettre en question la participation du gouvernement fédéral dans le dossier de la Route du Nord. Pour M. Blackburn, il serait dommage de recommencer à discuter sur des choses qui ont déjà été réglées depuis longtemps. Mais la job des gouvernements, elle a été faite. On a livré la marchandise au niveau des sommes d'argent. Il ne faut surtout plus remettre en question ces éléments clés. Il ne faut surtout plus que la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean ait le sentiment qu'à quelque part, ça peut être remis en question. Parce que là, j'ai l'impression qu'il va en avoir un peu comme le trop-plein. Moi, ce que je souhaite, c'est que nos entrepreneurs continuent de faire leur bataille pour soumissionner sur ce contrat important. Mais ce qui est surtout le plus important, c'est que la région soit reliée le plus rapidement possible, donc d'ici décembre 1993, aux travaux des grands travaux de la baie James. Le président de la Société Domtar, M. Pierre Desjardins, a été mal interprété par le journaliste du journal Les Affaires cette semaine, alors que celui-ci citait le numéro 1 de Domtar qui affirmait que l'usine de Dolbeau est concurrentielle de la coupe de bois jusqu'aux machines à papier. Selon le directeur de l'usine de Dolbeau, M. Jean-Guy Sauvageau, le président voulait plutôt parler de concurrentialité, mais de la coupe de bois à l'exception des machines à papier. Selon M. Sauvageau, le président Desjardins voulait plutôt dire que l'ensemble de la production de l'usine est donc concurrentielle, mais non les machines à papier. L'interprétation des propos de M. Desjardins a placé la direction de l'usine de Dolbeau dans une drôle de situation, alors que celle-ci réclame depuis quelques semaines des coupures importantes au niveau des salaires et des bénéfices marginaux de ses employés.
Le président du syndicat, Marcel Gauthier, quant à lui, ne veut pas pour l'instant se prononcer sur les interprétations des propos de M. Desjardins et compte en prendre plus connaissance avant de se prononcer. Le maire de Mistassini, Jean-Marc Gendron, affirme ne pas avoir reçu de plainte relativement au directeur de la sécurité publique de Mistassini, M. Lionel Devin. Interrogé sur la contestation interne qui semble prendre forme au sein de son corps policier, le maire Gendron a affirmé ne pas avoir reçu de plainte officielle relativement à cette affaire. Je n'ai absolument rien reçu d'officiel ou d'officieux de la part des représentants des policiers de Mistassini. Donc, tant il y a aussi longtemps qu'on n'aura pas de demande formelle ou de représentations qui seront faites, vous comprendrez que c'est dur pour moi de répondre à leurs allégations ou de faire quelques représentations que ce soit. À savoir s'il a l'intention d'intervenir immédiatement dans ce dossier, le maire attend d'en savoir plus long et surtout de recevoir officiellement une lettre ou une plainte et qui explique un petit peu mieux les problèmes qui surgissent présentement dans le corps policier de Mistassini. Bon, normalement, dans ce genre de situation-là, ce qu'il faut surtout éviter de faire, c'est de se baser sur des rumeurs, OK? Il faut attendre que la partie qui a effectivement des problèmes quelconques nous les fasse savoir. Et puis, à ce moment-là, en temps et lieu, on réagira. Et puis, s'il y a lieu de mettre en place un comité de relations de travail, on le fera. Mais à venir jusqu'à date, on n'a eu aucune demande qui nous a été présentée. Selon les informations recueillies auprès des agents de conservation de notre secteur, aucune plainte n'a été enregistrée jusqu'à maintenant relativement aux coyotes repérés dans le secteur d'Olbeau-Mistassini. On sait toutefois que quelques-uns de ces animaux sont présents autour des paroisses environnantes, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont causé aucun problème aux propriétaires d'animaux ni aux ravages d'orignaux du secteur. On a remarqué plus particulièrement la présence de quelques coyotes dans les secteurs de Saint-Augustin et Saint-Stanislas, mais on n'a enregistré pour l'instant aucune plainte à la Société de conservation de la faune. Selon les responsables de la conservation dans le secteur, on éprouve présentement beaucoup plus de problèmes avec les motoneigistes dans les ravages d'orignaux qu'avec les coyotes eux-mêmes. On a enregistré jusqu'à maintenant plusieurs plaintes de chasseurs et de personnes ayant eu connaissance de tels agissements dans le secteur d'Olbeau-Mistassini et les environs. Les agents de conservation rappellent que les motoneigistes qui circulent volontairement dans un ravage d'orignaux s'exposent à des poursuites et même des amendes pouvant aller jusqu'à 1 500 $, sans parler de la saisie de leur véhicule. L'an dernier, dans le secteur de la MRC Maria-Chapdelaine, on a dénombré plutôt plus de 900 accidents de la route. Les mâchoires de vie des pompiers volontaires de Dolbeau ont été utilisées plus d'une fois pour venir en aide aux accidentés. Isabelle Perrault a rencontré Yves Marceau, René Desgagnés, Claude Saint-Germain et Bertrand Marceau, 4 des 17 pompiers volontaires de Dolbeau. Ils se sont rendus chez Pièces d'Auto JGL afin de nous faire une démonstration de leur savoir-faire. Depuis le 25 novembre 1990, les 17 pompiers volontaires de Dolbeau ont une nouvelle formation. Grâce à des subventions et à des dons de la population, ils opèrent les mâchoires de vie 24 heures sur 24 et ils desservent tout le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. Au départ, c'est la Chambre de commerce qui a parti le dossier des mâchoires de vie pour ramasser des fonds pour ça. Ils ont demandé à la ville de Dolbeau pour s'ils voulaient s'en occuper. Puis la ville de Dolbeau, nous autres, ils nous ont référé à la Chambre de commerce pour que ce soit les pompiers volontaires qui s'en occupent. Disons que si tu regardes à un moment donné un petit peu le véhicule, ils nous ont emmené les principaux outils. Ils nous ont emmené le véhicule qui était un ancien petit autobus scolaire. Tout ce que tu vois là, c'est tout du bénévolat, c'est tous les pompiers volontaires qui ont mis des heures de travail là-dedans pour tout restaurer le véhicule, les armoires en dedans, autant que la peinture à l'extérieur, tout ça. C'est tout du bénévolat qui s'est fait. Puis après ça, bien, on a fait des démarches, je veux dire, des barrages routiers, tout ça, des levées de fonds pour ramasser de l'argent pour acheter l'utilement qui nous manque. Une bonne coordination est nécessaire lorsque les 4 pompiers volontaires arrivent sur les lieux d'un accident. La première étape est d'étaler l'outillage près de la voiture accidentée. Ici, ça, c'est le système hydraulique. En fin de compte, c'est la pompe qui fait fonctionner les appareils. C'est elle qui va mettre la pression à l'intérieur des appareils pour, en fin de compte, les faire fonctionner. OK, ici, c'est des cisailles. OK, ça sert à couper comme les poteaux du toit ici. Là. Supposons qu'on a à intervenir, enlever le toit. On coupe les poteaux du toit avec ça. OK, c'est des cisailles. Ça a une force de 64 000 livres 500. OK, ça ici, ce sont les écarteurs. OK? Ça sert, par exemple, à écarter. Mettons qu'une porte est brisée, qu'on ne peut pas l'ouvrir. À ce moment-là, avec ça, on va être capable d'écarter la porte pour l'ouvrir, même l'arracher s'il le faut. OK?
Ça a une force de 39 400 livres de pression à l'ouverture. OK. OK? Alors, c'est n'importe quel auto, il n'y a pas de problème. Il y a n'importe quel auto, il n'y a pas de problème, tout s'ouvre avec ça. OK, parfait. OK? Puis la bonbonne, là, ça La fait- bonbonne, ça, c'est une nécessité. Quand on arrive sur un lieu d'accident, c'est sûr et certain qu'il peut y avoir du gaz qui coule, quelque chose comme ça. Ça fait que si, à un moment donné, on voit un danger de feu, on est prêt avec la bonbonne pour pouvoir éteindre. Parce qu'on travaille alentour de l'auto, nous autres, il reste quand bien même qu'il y a un certain risque. Et puis, on se protège. Et pour avoir accès aux passagers en cas d'extrême urgence, les pompiers se servent d'une tige de métal afin de faire éclater les vitres des portières. T'inquiète toujours de se mettre à la base de la vitre. Si on arrive puis le blessé en question, bon, ben il y a des grosses blessures, l'ambulancier, il faut qu'il rentre pour aller lui donner des soins. Ben, c'est là qu'on va intervenir avec cet outil-là, qui est le poinçon, pour faire éclater des vitres, pour justement aller donner des premiers soins à la personne. Tantôt, la façon que je t'ai montré, c'est une façon, soi-disant, c'était pour le démontrer, là, c'était pas la bonne façon. Disons, parce que là, comme tu as vu, la vitre a éclaté partout. Le blessé, il n'y a pas de couverte pour le couvrir, rien. Tu ne pouvais pas rien faire. Là, je vais te montrer la bonne façon de le faire, tout en se protégeant. Puis tantôt, j'avais pas de gants. Tu es obligé de te mettre des gants, parce que c'est de la vitre. Je vais te montrer ça la bonne façon. OK. On procède ensuite à l'ouverture des portes pour dégager le blessé et selon les besoins, les pompiers coupent les poteaux pour soulever le toit. Normalement, là, comme là, les interventions qu'on a faites, on avait à peu près une victime. Ça, une, deux, ça prenait à peu près ça, 15-20 minutes. Puis le patient est prêt à sortir par les ambulanciers. L'an dernier, les pompiers volontaires sont intervenus dans 6 accidents et ont grandement contribué à sauver une vie. Les pompiers volontaires viennent d'acquérir ce vérin hydraulique à l'aide des dons des gens des diverses municipalités de la MRC Maria-Chapdelaine et de la ville de Dolbeau. Au printemps prochain, ils comptent faire une autre levée de fonds pour acquérir d'autres équipements en cas d'accident impliquant de lourds fertiers. Isabelle Perrault pour l'Info 2. Les parents qui se rendront la semaine prochaine à la polyvalente afin de chercher le bulletin de leur jeune se verront invités par le biais d'une lettre à assister à une conférence sur les drogues qui se tiendra mercredi soir prochain à l'Auberge de la Diligence à compter de 19h30. Ayant pour thème la drogue et les parents, cette conférence sera donnée par le policier Michel Roberge et aura pour but d'informer les parents sur les approches et le dépistage de la drogue chez leurs jeunes. Il s'agit d'une première organisée en collaboration avec le Club Lyon, la Sûreté du Québec dans le secteur de Dolbeau et la polyvalente Jean Dolbeau. Dans le monde du sport, maintenant, une importante compétition de patinage artistique se tiendra en fin de semaine à Mistassini. Notre collaboratrice sportive, Louise Fleury, a rencontré une des responsables en entraînement cette semaine, l'une des responsables du club des Perles Bleues de Dolbeau. Elle se dit confiante des bonnes performances de son club lors de cette compétition régionale. Bonjour Édith Saint-Laurent. Comment entrevoyez-vous la compétition régionale qui se déroulera à Mistassini en fin de semaine? Je crois que ça va très bien aller. Depuis le début de l'année, tout le monde s'entraîne très fort pour participer à ces championnats-là. Puis il y a même des compétitions provinciales qui font faire suite. Quelques-uns sont dans des catégories qui vont aux provinciaux, puis espèrent avoir leur place pour là. Puis il y a même des compétitions provinciales qui font faire suite. Quelques-uns sont dans des catégories qui vont aux provinciaux, puis espèrent avoir leur place pour participer. En terminant, je vous rappelle que présentement se déroule au complexe sportif de Dolbeau la ronde novice. Il y a les jeunes du secteur qui y participent. On vous invite à les encourager nombreux. Et c'est en fin de semaine, à compter de 15h30 dimanche, que se tiendra la finale de cette ronde novice de Dolbeau. Voilà, c'est tout pour nos informations aujourd'hui. On vous souhaite une bonne fin de semaine à l'antenne de Câble de Rive. Et on se donne rendez-vous dimanche pour l'émission Zénith. Bonne fin de semaine.
Bonjour, Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Le conseil municipal de Dolbeau a congédié son trésorier Yvon Lavoie lundi soir lors de la séance publique du conseil de ville. Invoquant la négligence, l'attitude et l'insubordination du trésorier Lavoie, le conseil a pris cette décision après un bref ajournement de la séance publique à l'unanimité de ses membres. C'est le greffier André Côté qui a fait la lecture de la proposition de 3 pages. Considérant que la conduite ou l'attitude de M. Yvon Lavoie témoigne d'une grave insubordination, considérant que la conduite ou attitude de M. Yvon Lavoie est régulièrement conflictuelle, agressive, privilégie la confrontation et témoigne d'un manque de respect grave à l'égard des autres, considérant que la conduite ou l'attitude de M. Yvon Lavoie démontre un manque flagrant et grave de collaboration avec ses collègues de travail ou avec les représentants de la Ville, considérant que la conduite ou l'attitude de M. Yvon Lavoie témoigne d'une négligence, incapacité ou résistance à l'accomplissement de certaines de ses fonctions, responsabilités ou devoirs, considérant que la conduite ou l'attitude de M. Yvon Lavoie démontre le refus de M. Yvon Lavoie d'admettre ou de reconnaître les lacunes qui lui sont reprochées dans son comportement et, en conséquence, ne traduit aucun désir de sa part d'amender sa conduite comme le Conseil l'a espéré, considérant que les relations entretenues par M. Yvon Lavoie avec ses collègues ou les représentants de l'autorité sont, en raison de sa conduite ou de son attitude, de piètre qualité, et que cela nuit au fonctionnement normal et harmonieux de l'administration de la Ville. Appelé à exposer plus précisément les faits reprochés au fonctionnaire municipal, le maire de Dolbeau, Camille Lupien, s'est contenté d'affirmer que sur les conseils de ses procureurs, il ne pouvait commenter plus avant les raisons invoquées par le conseil de ville pour congédier son fonctionnaire. Je sais que vous voudriez avoir des réponses, mais nous, nos procureurs, nous ont conseillé fortement de ne pas faire aucun commentaire. Je sais que c'est pas ça que vous attendiez comme réponse, mais il reste que nous autres, à la lecture de tout ça que vous pourrez faire publiquement, ça c'est public, ça s'est fait ce soir, on n'a pas d'objection, mais faire mes propres commentaires ou de la part des membres du conseil, vous comprendrez que des fois ça joue contre nous autres, ces choses-là. Rejoint par téléphone mardi matin, M. Lavoie n'a évidemment pas commenté son congédiement, se contentant de dire qu'il a l'intention de faire appel de la décision du conseil de ville devant la commission municipale qui devrait venir siéger à Dolbeau d'ici quelques semaines afin d'entendre la cause et, selon M. Lavoie, et il l'espère, renverser la décision du conseil de ville. Les policiers ont mis la main au collet de 2 personnes relativement au vol à main armée perpétré au cours du mois de janvier dernier au gaz-bar Belles-Îles de la 8e avenue et à la tabagie dépanneur Dolbeau des promenades du boulevard. Il s'agit de Réginald Provencher, 38 ans, de Girardville, et de son présumé complice Rémi Paquette, 24 ans, de Mistassini. Les 2 individus devront se représenter en cour sous peu pour répondre à 5 chefs d'accusation de vol à main armée, de complot, d'utilisation de déguisement et d'armes à feu pour commettre leur délit. Un examen psychiatrique de 24 heures a été demandé par le procureur de Réginald Provencher lors de l'audience qui s'est tenue mardi matin à Roberval. La Sûreté municipale de Dolbeau a également procédé cette semaine à l'arrestation de 8 individus. Relativement à 6 dossiers, 2 personnes mineures ont été arrêtées pour vol de motoneige chez un concessionnaire automobile de Dolbeau, un pour vol de bijoux promenade du boulevard et un individu d'Albanel s'est retrouvé devant la cour pour une fraude perpétrée au guichet automatique de la Banque de Montréal des promenades du boulevard. Un incendie a également été rapporté au cours de la semaine dernière par le service des incendies de Dolbeau, causant quelques milliers de dollars de dommages à un garage privé sur la 25e avenue à Dolbeau. Et au chapitre des accidents, 10 accidents sont survenus au cours de la semaine impliquant 2 véhicules automobiles et un impliquant 3 véhicules. Ces accidents n'ont causé que des dommages matériels. La section locale de la Fondation des maladies du cœur lançait lundi dernier sa campagne de financement annuelle. Cette collecte se tient cette année sous la présidence d'honneur du maire de Mistassini, Jean-Marc Gendron, qui nous a expliqué lors du lancement les raisons qui lui ont fait accepter la présidence de cet événement. Au niveau de la MRC Maria-Chapdelaine, le comité s'organise normalement pour retenir les services d'un maire d'une localité pour justement présider d'honneur cette campagne-là. Et cette année, les gens ont associé le centenaire de Mistassini à la campagne de Fondation des maladies du cœur et m'ont demandé d'assumer cette présidence d'honneur-là, ce que j'ai accepté avec beaucoup de plaisir.
L'objectif pour la prochaine campagne, c'est quoi? Alors, l'objectif est de 20 000 pour cette année, c'est-à-dire exactement le même montant que l'an dernier, mais sans aucun doute qu'avec la générosité proverbiale des gens du milieu, on devrait être capable de dépasser cet objectif-là. Et puis, en passant, il y a une équipe de souscripteurs partout au niveau de la MRC qui vont rencontrer chaque famille pour leur demander des dons. Et puis, on attend avec beaucoup d'espoir et d'espérance la générosité du geste que vous allez poser, parce que, qu'on le veuille ou pas, Éric, 43 à 44 des causes de décès, aujourd'hui, en 1992, sont toujours associées à ce type de maladie-là. Quand on pense au cancer, 26 donc on voit immédiatement l'écart. Et puis, il ne faut pas aller très loin pour constater que parmi nos proches, il y a des personnes qui ont eu à subir des opérations ou qui ont une médicamentation pour être capables de contrôler des maladies cardiovasculaires. Donc, ça sert actuellement pour nos proches. Il y a eu des progrès spectaculaires qui ont été accomplis lors des 35 dernières années. Et puis, la Fondation du Cœur, par les recherches qu'elle fait faire et qu'elle patronne, contribue justement à toujours améliorer nos performances du côté de ce type de maladie-là. Mais tout n'est pas fait. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Et puis, il y a des progrès encourageants qui ont été faits. Et ça, c'est grâce à la contribution et à la participation financière des gens. Comme l'expliquait M. Gendron, les gens du secteur pourront contribuer à la campagne des maladies du cœur de 3 façons différentes. Alors, il y a 3 grands moyens. Premièrement, par les souscripteurs qui vont aller solliciter les gens à domicile. Deuxièmement, il y a des cliniques de prise de tension. En passant, ça ne fait pas mourir, ça peut seulement vous indiquer comment se comporte votre tension. Alors, il y en a une de prévue le 14 février, la Saint-Valentin, à Mistassini, c'est-à-dire au marché Provigo, au marché Jean-Marie Tremblay IGA, et puis au centre d'achat. Et le 21, aux Galeries du Boulevard, il y aura également une clinique de prise de tension. Et finalement, si des gens n'ont pas été rejoints lors d'une de ces 2 activités-là, ne vous gênez pas pour acheminer vos dons à la corporation municipale où vous demeurez, et eux se feront un plaisir d'acheminer ça à qui de droit pour justement enrichir notre fondation contre les maladies du cœur. Un marcheton populaire sera également organisé le 29 février prochain afin de permettre de terminer la campagne de la Fondation des maladies du cœur qui se tient tout au cours du mois de février. Le ministère des Transports étudie présentement la possibilité d'élargir le boulevard panoramique à la hauteur de la rue Denonville à Mistassini afin de faciliter la circulation dans le secteur. C'est le député ministre Gaston Blackburn qui en a fait l'annonce lors de son passage à Dolbeau la semaine dernière. La demande d'un budget de 115 000 $ pour la réalisation de ce projet a d'ailleurs été acheminée au Conseil du Trésor pour qu'au cours de l'été prochain, les travaux de réaménagement de ce secteur soient entrepris. Cet élargissement permettra aux automobilistes qui désirent s'arrêter pour emprunter la rue de Denonville de ne pas gêner la circulation sur le boulevard panoramique. La ville de Dolbeau en est venue à une entente avec la fabrique Sainte-Thérèse relativement à l'acquisition d'une bande de terrain de 200 mètres carrés le long de la 5e avenue. Comme l'expliquait le maire de Dolbeau, Camille Lupien, lors de la séance du conseil de ville lundi soir, cette acquisition permettra de réaménager le secteur pour faciliter la circulation des automobilistes et des piétons au centre-ville. C'est pour faire le coin moins accentué et on veut aménager ça. On a un plan. Je pourrais vous le montrer. On a un plan qui va avoir des arbres et également, on va avoir un stationnement pour les bicyclettes aussi. Et on fait un traverse piétonnier qui va partir exactement de la porte qui sort, qui rentre chez Greenberg, là. Et ça va être en pavé de briques. Et ça va s'en venir à ce stationnement-là. Et bien sûr qu'on va mettre les affiches nécessaires pour quand il y aura des gens sur le bord de ce palier-là pour traverser, bien, les automobilistes devront céder aux piétons. Ce réaménagement ne fera pas non plus perdre d'espace de stationnement puisqu'ils seront tout simplement disposés autrement dans le secteur. Le mois de janvier dernier a été plus froid et moins ensoleillé que la moyenne selon le rapport météo de la ferme expérimentale de Normandin paru cette semaine. En effet, le mercure s'est maintenu en moyenne à moins 19 degrés, soit environ 1 degré de moins que la moyenne des 56 dernières années. Pour ce qui est des précipitations, il est tombé environ 25 cm de neige de plus que la moyenne, soit 77 cm au cours du mois de janvier dernier, pour une moyenne habituelle de 53 cm au cours des 56 dernières années. On passe maintenant au monde du sport, patinage artistique. Pas moins de 194 participants et participantes étaient présents en fin de semaine dernière à Mistassini lors de la finale régionale des Jeux de la participation au patinage artistique.
Madame Carmen Poirier, présidente du club de Mistassini, nous a souligné que plusieurs patineurs et patineuses locales se sont mérités des médailles. Quels sont les patineuses et les patineurs qui se sont plus démarqués pour le club de Mistassini? Okay, nous avons Guillaume Turcotte, pour les garçons qui s'est classé premier, médaillé d'or. Catherine Bouchard, médaillée d'or et la vallée au final régional des Jeux de participation à Princeville. Après ça, Sophie Rousseau, qui a fini aussi médaillée d'or dans sa catégorie. Finale régionale seulement. Une patineuse en particulier s'est démarquée après avoir été sélectionnée la veille lors du dépistage à Québec. Émilie Urtubise du club de Mistassini s'est mérité l'or ainsi qu'une place pour les Jeux provinciaux. Elle nous a confié que sa sélection au dépistage lui a donné confiance en elle. Amélie, tu as remporté la médaille d'or, ce qui t'amène à la finale des Jeux de la participation. Es-tu satisfaite de, de ta prestation d'aujourd'hui? Oui, je suis très satisfaite de moi. OK. On sait que hier, tu as été sélectionnée lors du dépistage à Québec. Est-ce que cela a un peu fortifié ta confiance? Oui, ça m'a aidé beaucoup à faire mon solo aujourd'hui, à me sentir mieux, puis ça a fait une belle pratique. Des larmes de joie, quelques-unes de déception, des spectateurs intéressés et une organisation bien rodée ont fait de cette finale régionale un spectacle fort apprécié. Lors de la même occasion, Pascal Mailloux, Marie-Lou Girard et Jean-Philippe Plourde se sont mérités une place pour les Jeux de la participation qui se tiendront à Princeville du 6 au 8 mars prochain. 21 patineurs des Perles Bleues de Dolbeau étaient présents à Mistassini où se tenait cette compétition régionale. On termine en mentionnant que plus de 5600 personnes ont assisté ce week-end à la 6e édition de la ronde novice de hockey à l'aréna du complexe sportif de Dolbeau. Regroupant les jeunes hockeyeurs de 6 à 10 ans, ce sont les optimistes de Dolbeau qui se sont envolés avec la victoire. Pour la 5e année de suite, ils ont vaincu les Jets de Mistassini en catégorie novice A au compte de 3 à 1. Dans la catégorie novice B, ce sont les Lynx de Girardville qui l'ont emporté sur les Pingouins de Mistassini par le compte de 4 à 1. Selon les participants et les organisateurs, le tournoi fut très agréable et s'est déroulé rondement. Notre collaboratrice Louise Fleury a d'ailleurs rencontré l'un des participants de cette ronde novice en fin de semaine, Marc-André Roy de Mistassini. Bonjour Charles-André, comment s'est déroulé le tournoi en fin de semaine? Bien. T'as-tu gagné? T'as-tu perdu? On a perdu 2 fois. Comme la première, on l'a perdu 7 à 2. La deuxième, on l'a perdu 2 à 1. Puis celle-là, on vient juste de la perdre 2 à 1 aussi. Bon, c'était-tu un beau tournoi? C'était-tu plaisant? Oui, c'était plaisant. Ils donnaient des jeux à tous les fins de match. Des jus? Oui. Ah oui? Bon, ben je te remercie, Charles. Bonne saison de hockey. Merci. Et en terminant, Richard Lamotte, Rémi Lamotte, Daniel Huard et Dominique Saint-Gelais sont revenus satisfaits du tournoi de la Shop Labatt qui se tenait la semaine dernière à Kenogami. Ayant comme objectif d'obtenir une fiche positive à l'issue de la compétition, l'équipe de Dolbeau s'en est sortie avec 4 victoires, 3 défaites. Les gens se sont dit très satisfaits donc de leur performance, même s'ils auraient espéré faire un peu mieux. Voilà, c'est tout pour nos informations aujourd'hui. On vous invite à être des nôtres tout au cours de la semaine pour nos émissions en antenne de câble de Rive et on se donne rendez-vous un peu plus tard pour un autre Info 2. Bonne semaine. Bonjour, Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. La Fédération des policiers du Québec s'insurge contre la position des municipalités de la région qui réclament le droit de grève aux policiers.
Selon le directeur provincial de la Fédération, Guy Marcil, un tel droit de grève serait inapplicable. C'est ce qu'il a déclaré lors d'une conférence de presse tenue à Dolbeau mercredi après-midi, en réponse aux réactions des maires du secteur face aux sentences arbitrales rendues dernièrement dans le dossier des policiers. Selon M. Marcil, il est également faux de prétendre que les policiers abusent de l'arbitrage. Dire, en fait, aux gens qui sont ici, il y a 9 % de nos dossiers qui vont en arbitrage. Ça veut dire qu'il y en a 91 % qui sont en plein, qui sont négociés de gré à gré. Et les gens qui se situent en tête de rang, au niveau des salaires au Québec, c'est toujours par libre négociation. Il n'y a pas d'arbitre qui a rendu des patterns sur les salaires établissant, en fait, les salaires au Québec. C'est de gré à gré. Pour le président de la Fédération des policiers, tout ce que veulent les policiers municipaux, c'est la parité avec leurs confrères de la Sûreté du Québec et de la CUM. M. Marcil a ainsi fortement réagi aux propos du maire Jean-Marc Gendron. Que lui, en fait, moi personnellement, là, en fait, à un moment donné, son disque est usé. Je veux dire, dans quel sens c'est un professeur? Est-ce que lui préconiserait que les professeurs de la région devraient avoir un salaire différent avec les confrères de Montréal ou de la Ville de Québec? Il se place dans une situation un peu qu'il y a quelqu'un qui va peut-être lui dire à un moment donné, hein, fais attention à tes propos. Sauf que j'en fais pas plus que ça. C'est un homme politique, c'est un homme qui a une responsabilité vis-à-vis sa communauté. Sauf que là-dedans, il y a une partie charriage qu'il fait, puis il l'exploite bien pour ça. Interrogé à savoir ce qu'il pensait de la création d'une régie intermunicipale pour les négociations avec les policiers dans le Haut-du-Lac, Guy Marcil n'a rien contre le projet. Au contraire, il le trouve très intéressant. Que les villes se dotent de structures, que les villes se dotent de procureurs compétents, ça, en fait, on n'a absolument rien. Ça, c'est les règles du jeu. Et pour nous autres, qu'une ville décide, bon, les citoyens pourront dire pourquoi prendre notre argent et aller la verser à Saint-Félicien, sauf que, encore une fois, qu'une ville puisse se doter d'une structure pour défendre ses intérêts, encore une fois, moi, j'ai absolument rien contre ça. Les responsables du Festival de l'environnement tenaient une conférence de presse jeudi matin pour présenter le programme officiel de leur prochaine édition de l'événement. Comme l'expliquait le président de l'événement 1992, Denis Trottier, cette année, les organisateurs ont mis sur pied beaucoup de nouvelles activités et misent sur la participation de la famille aux différentes activités au cours de la prochaine édition du festival. Il y a beaucoup de nouvelles activités, somme toute, qui sont annoncées. C'est des activités qui sont très peu chères, c'est des activités familiales. Je peux vous dire également que dans le cadre de la foire, il y aura une garderie qui est gratuite pour les parents. C'est donc dire qu'on attend beaucoup de gens cette année. On a fait beaucoup d'efforts sur la programmation. Et on pense que la programmation de cette année est encore plus intéressante que celle de l'année dernière. Nous avons également profité de cette occasion pour rencontrer les deux jeunes qui co-présideront le Festival 1992, Andréane Bouchard et Philippe Pelletier, à qui nous avons demandé de nous expliquer leur rôle au cours du festival. Bien, ça va être surtout représenter les jeunes au niveau de Dolbeau, puis moi c'est Dolbeau, elle c'est Mistassini, puis remettre des prix de présence. C'est votre travail? Ben oui, puis sensibiliser les gens là, à l'environnement. Est-ce que vous allez participer à la plupart des activités du Festival de l'environnement? Oui, la plupart, c'est là pour les jeunes, puis les présentations. On pourra présenter certains invités, là, comme le spectacle Foufou, on va le présenter. Les deux coprésidents nous ont également présenté le mode de sélection utilisé pour le choix des représentants des jeunes au niveau du Festival de l'environnement. Le festival avait demandé que les écoles trouvent un jeune pour représenter. Puis ils ont eu 7 élèves de chaque école, puis là, ils n'étaient pas capables de choisir, alors ils ont fait un tirage. Moi, c'est la même chose. Ils choisissaient dans les classes, soit que c'était les professeurs qui choisissaient à peu près les deux meilleurs, ou bien celui-là le meilleur, puis là, ils ne savaient pas quoi choisir. Fait qu'ils disaient pourquoi un plus qu'un tel. Fait qu'ils ont pigé. Vous êtes de quelle école et en quelle année? Moi, je suis de l'école Saint-Michel, puis je suis en 6e année. Moi, c'est de Sainte-Thérèse, puis je suis en 6e année. La ville de Dolbeau mettra sous peu sur pied une collecte de papier fin dans le but d'en faire le recyclage. C'est ce qu'ont annoncé les membres du conseil de ville de Dolbeau lors de leur dernière séance publique lundi dernier. Instaurée d'abord dans les différents édifices municipaux et les installations de gestion Harpidome, cette collecte ne représentera en fait qu'un investissement d'une cinquantaine de dollars, plus évidemment l'achat des bacs de récupération et du dépôt de l'hôtel de ville.
Selon le maire Lupien, des approches ont également été faites auprès de la commission scolaire de Dolbeau afin que celle-ci s'associe à cette collecte de papier fin. Rejoint par téléphone, le directeur général, André Perron, a affirmé que pour l'instant, la question n'avait pas encore été discutée par les commissaires et que les investissements nécessaires à l'achat des contenants spéciaux servant au dépôt du papier n'étaient pas une priorité pour la commission scolaire de Dolbeau. Selon M. Perron, un travail au niveau de la récupération se fait toutefois présentement au niveau des différentes écoles de la commission scolaire de Dolbeau. L'Association des grands frères et des grandes sœurs permet à des jeunes, pour la plupart issus de familles monoparentales, de vivre une relation amicale avec un adulte. Isabelle Perrault a rencontré Sylvie et Chantal et nous raconte comment elles vivent leur relation. La première fois, ça m'a pris 11 mois avant d'être jumelée. J'avais bien hâte. Puis quand ils m'ont appris que j'y allais, je suis allée avec Thérèse. J'étais vraiment émue. J'étais haute de même. Elle m'avait fait une carte, là, puis elle m'avait écrit plein de belles affaires. Elle m'avait fait une fleur en papier. J'étais assez émue. Puis j'étais contente. Puis ses autres sœurs étaient toutes après moi aussi. C'était vraiment spécial. Tu rentres, là, puis pouf! Ça fait vibrer. J'avais des émotions, là, mais j'ai dit, écoute, on va prendre le temps d'y vivre. Là, puis après ça, tu sais qu'on l'a fait, on est allé manger une poutine. Oui, après ça, on est allé à la piscine le lendemain matin. Je me rappelle. C'était quand même assez spécial. T'sais. Quand même pas brusqué non plus parce qu'on se connaissait pas, là. Chantal et Sylvie ont développé un fort lien d'amitié grâce à l'Association des grands frères et grandes sœurs Lac-Saint-Jean-Nord. C'est d'ailleurs l'objectif de ce mouvement qui a été créé ici il y a 5 ans avec l'aide de Centraide et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les jumelages permettent aux petits comme aux grands de combler un besoin de complicité. Je voulais avoir quelqu'un à qui dire toutes mes choses, là, puis avec qui jouer, là. Je suis contente, tu sais. C'était surtout un besoin, là, parce que j'aime les enfants, j'aime la spontanéité, là. C'est plus ça qui m'a attirée à devenir grande sœur, là. Je ne le regrette pas. C'est vraiment plaisant. On accueille à l'association des jeunes de 6 à 16 ans et des adultes de 18 ans et plus. Les jumelages se font après une enquête sérieuse et l'adulte doit être disponible au moins 3 à 4 heures semaine pour un minimum d'1 an. Sylvie et Chantal, elles, se fréquentent depuis déjà 4 ans. On va beaucoup se baigner. Oui. On va jouer au mini-pot. On va jouer au billard aussi. Billard aussi. On aime ça, le billard. Oui, c'est fun. Parce qu'on est quand même, on est rendu plus vieille, fait qu'on peut plus être compétitive. Là. C'est pour ça que c'est le fun. Parce que quand t'es plus jeune, c'était plus dur. Le restant, c'est plus plaisant. Oui. Elles espèrent toutes deux pouvoir garder ce lien d'amitié encore pendant plusieurs années. On peut être jumelés, c'est dit jusqu'à l'âge de 16 ans, là. Mais de toute façon, si on a le goût, ça va être ça. Je veux dire, à un moment donné, au chanteur, j'aime bien savoir. Mes amis, normalement, je les garde. C'est quand même peut-être un rythme, peut-être pas autant, là, aussi souvent, mais moi, je me dis que même après 16 ans, il y a moyen d'être amis, puis se voir, puis se jaser ça. Les jumelages se font toujours entre 2 personnes du même sexe. Mais ce qui est nouveau, c'est que maintenant, un jeune peut être jumelé avec un couple. Et actuellement, à l'Association des grands frères et grandes sœurs, 20 jeunes garçons et filles attendent votre amitié. Ici, Isabelle Perrault pour l'Info 2. C'est en fin de semaine que les 10 jours western de Dolbeau tiendront leur cocktail bénéfice annuel à la polyvalente Jean Dolbeau samedi soir à compter de 19h. Comprenant une parade de mode présentant les créations de Nadine Villeneuve et une soirée dansante, cette activité, à 50 $ par personne, recevra également la visite de l'ambassadeur 1992 des 10 jours western de Dolbeau, Gérard-Marie Boivin. Rappelons que cette année, la 21e édition de l'événement se tiendra du 10 au 19 juillet prochain. C'est en fin de semaine également que débute la Semaine internationale du scoutisme et du guidisme qui se tient cette année du 16 au 22 février. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il existe présentement 25 groupes scouts et guides qui célébreront à leur manière cette semaine particulière d'activité. Dans notre secteur, il y a des groupes scouts et guides à Dolbeau et Mistassini et dans plusieurs municipalités environnantes. Nous recevrons d'ailleurs à Zénith cette semaine M. Léonard Chamberlain, vice-président régional du conseil d'administration des scouts et guides, qui nous expliquera un petit peu en quoi consiste cette semaine internationale.
On passe maintenant au monde du sport. Cette semaine, notre collaboratrice Louise Fleury nous a évidemment préparé un reportage. Cette semaine, elle s'est intéressée à un cours qui est donné à la polyvalente Jean Dolbeau par Larry Adams. Et elle nous présente un petit peu quel est ce cours de conditionnement physique. Le conditionnement physique avec animateur permet d'acquérir une bonne forme physique à l'intérieur d'un groupe d'individus ayant le même objectif, qui est de s'amuser et de se mettre en forme. Le rythme des exercices est donné par l'animateur, qui de préférence sera aussi éducateur physique. Divers déplacements, divers jeux seront utilisés pour améliorer la condition physique des participants. Accessible à tous, le conditionnement physique allie le côté social et la bonne forme physique. Larry, qu'est-ce qui fait qu'un cours de conditionnement physique est efficace? Premièrement, pour qu'un cours de conditionnement physique soit efficace, on commence toujours par une période d'échauffement, d'étirement. Ensuite, on enchaîne avec la période aérobie, la période musculaire. Ensuite, on finit par soit des jeux ou bien la période de retour au calme. Ce qui comporte un bon cours aussi, c'est qu'il faut avoir des gens soit dynamiques, qui acceptent de faire tout ce qu'on veut. En somme, une activité amusante et accessible à tous. Louise Fleury pour Info 2. La dernière tranche avant la finale régionale de tir à l'arc aura lieu dimanche à Saint-Bruno pour les Archers du Lac-Saint-Jean. L'équipe de Steve Fortin chez les juniors A domine toujours et celle de Jean-François Potvin a pris la tête dans le junior B. Pour ce qui est des seniors, l'équipe de Martin Savard, notre collaborateur sportif, a glissé au 2e rang dans la classe A. Celle de Rémi Savard a grimpé au 3e rang dans le B et celle de Lison Lessard fait un bond jusqu'à la tête dans le C. Donc, ça va très bien pour les Archers de Mistassini qui se classent dans les différentes catégories. Et en terminant, mentionnons que c'est mardi prochain que se tiendra à la polyvalente Jean Dolbeau à compter de 19 h la grande consultation sur la chasse à l'orignal organisée par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et les différentes fédérations de la faune, également des pourvoyeurs. Et on vous invite tous, les chasseurs, à vous rendre donner votre opinion. On vous fera un exposé sur la situation de l'orignal dans notre secteur et on vous présentera différentes hypothèses pour conserver les cheptels d'orignaux dans notre coin également. Alors, c'est une consultation pour vous. On vous invite à y participer. Voilà, c'est tout pour nos informations aujourd'hui. On vous invite à être des nôtres tout au cours de la fin de semaine à l'antenne de Câble de Rive et on se donne rendez-vous à Zénith dimanche. Bonne fin de semaine. Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Tout d'abord, la relance du secteur d'Olbeau-Mistassini passera par le tourisme, le bleuet et la prise en charge par le milieu du secteur de la forêt. C'est ce qu'a déclaré le maire de Mistassini, Jean-Marc Gendron. M. Gendron a résumé ainsi la base actuelle des discussions du comité de relance lors de la séance du conseil de ville lundi soir à Mistassini. Selon le maire de Mistassini, le comité de relance est maintenant rendu à l'étape de priorisation des secteurs à développer sur la base du rapport de la firme Conseil déposé dernièrement. Et plusieurs pistes intéressantes sont actuellement examinées. Il y a eu des choses très intéressantes. C'est intéressant également de voir certaines réactions. C'est qu'on a parlé de clans. Alors moi, dans ma tête, qui par des formations professionnelles, à force de me faire harasser par cette question-là, les personnes ont demandé ça a-tu rapport avec la fusion de Dolbeau-Mistassini? Du non, absolument pas. Ils ont constaté qu'au niveau de notre secteur, il y a des clans qui existent. Puis les clans là, ne sont pas nécessairement là, reliés à un territoire municipal. Tu as des clans où tu as des intervenants autant de Dolbeau-Mistassini qui travaillent main dans la main. Là. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a des fois que ça travaille les uns, un clan contre un autre, particulièrement lors de certaines situations particulières.
Une autre rencontre du comité organisateur du contrat de relance est d'ailleurs prévue pour jeudi prochain. Et si tout continue à bien aller comme c'est parti présentement, eh bien, on s'attend que d'ici le printemps, le contrat de relance touche à sa fin et qu'on ait élaboré de bonnes pistes de solutions pour sortir le secteur d'Olbeau-Mistassini de sa dépendance mono-industrielle. Questionné sur l'avenir du CRCD, le maire de Mistassini, Jean-Marc Gendron, s'est montré plus modéré que son collègue de Chicoutimi, Ulrich Blackburn, quant à la possibilité de boycotter le conseil si l'Assemblée générale n'accorde pas au maire de la région les pouvoirs qu'il réclame au sein du futur conseil d'administration. Je ne voudrais pas briser la solidarité du Forum des maires. À une question que Mme Tétrault posait à M. Blackburn, est-ce que ça veut dire que si on n'accepte pas ça, vous retirez? M. Blackburn, sans parler qu'au nom du Forum des maires, tout en parlant à son nom personnel, a dit oui, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Maintenant, vendredi, là, on va se rencontrer et on va l'évaluer. Moi, personnellement, personnellement, là, je me dis, là, attachons l'importance que cette situation-là, là, attachons-lui l'importance qu'elle mérite et non pas toute l'importance qu'on voudrait bien lui donner théoriquement. OK? Moi, je pense que le dossier prioritaire, c'est de travailler à régler les problèmes et non à travailler et à consacrer beaucoup de temps à des structures. Aucune fermeture n'est envisagée pour l'instant à la scierie Domtar de Mistassini. C'est ce que nous a confié le directeur de l'usine, Jean Lebel. Selon M. Lebel, les carnets de commandes de l'entreprise sont remplis pour le prochain mois et une faible reprise du marché du boîtillage aux États-Unis devrait permettre de maintenir la production actuelle. Pour ce qui est du secteur forêt, on prévoit sa réouverture au cours du mois de mai prochain, soit quelques semaines plus tard que la reprise habituelle. On tente également, du côté de la scierie, de développer de nouveaux marchés aux États-Unis. Le dépanneur des vétérans à Dolbeau a été la cible des voleurs au cours de la nuit de dimanche à lundi, alors qu'un individu s'est emparé de 10 000 $ en argent et en chèques. Rejoint lundi matin, le propriétaire a expliqué qu'il n'avait pas pu effectuer le dépôt comme il le fait habituellement, et c'est ce qui explique que le malfaiteur se soit emparé d'une telle somme. Il semble que le voleur connaissait bien les lieux. Il n'est donc pas exclu que l'un des membres du personnel ou l'un des employés de l'établissement puisse être soupçonné dans cette affaire pour complicité. Près de 200 personnes ont participé samedi dernier au Centre civique de Dolbeau au souper bénéfice annuel des scouts et guides de Dolbeau. Tenu cette année sous la présidence d'honneur de Pierre Simard de l'entreprise Philippe Simard et Fils, M. Simard a procédé au tirage des prix reliés à la vente des billets réalisés avant le souper. Le président du conseil de gestion local, Marius Dubé, s'est dit très satisfait de la participation à l'événement annuel. Le tout s'est terminé par une soirée rétro à laquelle une centaine de personnes ont participé. Le conseil d'administration des Dijon Western tenait, quant à lui, samedi soir également, la première édition de son cocktail bénéfice annuel. Un peu plus de 250 personnes ont donc participé à cette activité de financement qui a permis d'amasser près de 11 000 $. Au dire du président de la 21e édition, Jean Talbot, l'événement fut un succès sur toute la ligne et s'avère plus rentable que le casino traditionnellement organisé par l'organisation du Festival Western. L'École Sainte-Thérèse organise mercredi prochain une rencontre avec tous les parents d'élèves de l'école. Cette réunion a pour but de procéder à l'évaluation du vécu confessionnel de l'école, c'est-à-dire d'évaluer le sens concret que devrait prendre dans l'avenir le statut d'école catholique à l'École Sainte-Thérèse de Dolbeau. C'est à la demande du Comité catholique au ministère de l'Éducation que l'institution réalisera cette étude qui pourrait éventuellement même conduire à l'abandon du statut catholique pour l'établissement. Toutefois, le directeur Gilles Genet, ce n'est pas pour l'instant une priorité et ce n'est surtout pas là que pour l'instant on se dirige, selon la consultation qui a été menée le mois dernier auprès du personnel de l'école. Cette grande remise en question s'inscrit dans le cadre d'une politique du ministère de l'Éducation et se veut une politique qui se fera tous les 5 ans dans les différents établissements scolaires du Québec qui étudieront leur vécu religieux. Les activités policières ont été marquées de plusieurs histoires plutôt originales au cours de la semaine dernière à Dolbeau et Mistassini. Tout d'abord, dans la nuit du 13 février dernier, un individu s'étant introduit par le plafond dans la boutique Céline des promenades du boulevard à Dolbeau, surpris par le système d'alarme du magasin, s'est sauvé par le plafond par lequel il était entré et par la suite s'est retrouvé, à la suite d'un faux pas, dans l'entrepôt du magasin, la boutique électrique. Il a pu en ressortir puisqu'il s'est sauvé avant que les autorités
policières ne puissent se rendre sur les lieux. Du côté de Mistassini, 2 incidents particuliers ont marqué la journée du 15 février. Tout d'abord, un automobiliste malchanceux s'est retrouvé dans la vitrine de la Caisse populaire après que son accélérateur ne se soit coincé et a précipité son véhicule justement dans la vitrine de la Caisse populaire. Et pour terminer, un vol inusité et un individu qui venait d'acquérir un demi-bœuf et de le faire débiter l'avait laissé dans son véhicule au moment d'aller prendre quelques verres dans un établissement hôtelier de Mistassini. À sa grande surprise, il avait disparu à son retour. On passe maintenant au monde du sport. L'haltérophile Serge Tremblay était à Winnipeg samedi pour se classer pour une des standards olympiques afin de participer aux Jeux olympiques de Barcelone l'été prochain. L'athlète de Dolbeau, étudiant présentement au cégep de Saint-Félicien, a réussi une levée de 140 kg à l'arraché et de 170 à l'épaulé jeté. Au total de 310 kg, ça lui a donné une première position dans la catégorie des 82,5 kg. Serge Tremblay se rendra donc à Mexico le 5 avril prochain et aux États-Unis par la suite le 29 mai, avec l'espoir d'être sélectionné par l'équipe canadienne d'haltérophilie pour les Olympiques. Voilà, c'est tout pour nos informations aujourd'hui. On vous invite à être des nôtres tout au cours de la semaine à l'antenne de Câble 2 Rives. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine.